Dans un lycée au Japon, 3 brutes s'en prennent à un autre élève. Ce garçon s'appelle Baki et il a des blessures sur tout le corps. Les 3 brutes ont continué à menacer Baki, mais cela ne l'inquiétait pas. Au contraire, il panique après avoir vu les yeux meurtriers de Baki, alors ils arrêtent de le provoquer. Le vieil homme Tokugawa est celui qui se spécialise dans l'organisation des combats dans une arène souterraine de la ville. Il est venu ici pour informer Baki que le monde traverse de grands changements en ce moment. Des prisonniers notoires sont en route ici, et leur but est sûrement de chasser les personnes ayant de fortes aptitudes au combat. Baki était autrefois un champion du tournoi clandestin de Tokugawa, il deviendra donc la première cible de ces criminels. À la prison d'Argos, aux États-Unis, Dorian est un condamné à mort sur le point d'être exécuté pour ses crimes. C'est l'un des criminels les plus dangereux d'Amérique. Avant son exécution, il dit de manière agressive qu'il souhaiterait être vaincu, ne serait-ce qu'une seule fois. Les officiers le regardent avec des expressions très tendues et effrayées. Le médecin s'approche pour confirmer après 10 minutes de pendaison pour s'assurer qu'il était bien mort. Mais l'impossible s'est produit cette nuit-là. Dorian se réveille et brise les chaînes avec son corps musclé. Les gardes sont tués un par un. Avant de partir, Dorian laisse des informations sur sa destination. C'est Tokyo, à la prison de Kario, en Angleterre. Un prisonnier nommé Doyle est assis sur une chaise électrique en attendant la condamnation à mort. Un officier actionne l'interrupteur pour activer l'électricité de la chaise. Cependant, une fois de plus, les chaînes qui emprisonnaient le détenu ont été brisées. La pièce devient le lieu où les soldats et les gardes sont massacrés. Quand Doyle enlève le bandeau, les soldats sont tous tués par lui avec précision. Il prépare également son jet privé pour se rendre à Tokyo. Une prison en Russie a été rénovée à partir d'un ancien bunker de missiles nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'a pu s'échapper de la prison à cause de ces murs glissants d'une hauteur de plus de 100 mètres. Sikorsky est le seul criminel capable d'escalader ce mur à main nue. Avant que Sikorsky ne parte pour Tokyo, il a détruit le plus fort guerrier de Russie. Sa capacité de combat dépasse l'imagination de l'armée russe. Pendant ce temps, Speck s'est échappé d'une prison située à 200 mètres sous la mer. Il a la capacité de retenir son souffle pendant plus de 10 minutes, ce que les gardes ne pouvaient pas prévoir. Un autre condamné à mort, nommé Yanagi, a brisé une vitre par balle pour s'échapper. Les gardes n'ont pas pu échapper à la mort face à sa terrible force. Les 5 criminels les plus dangereux du monde se dirigent tous vers Tokyo en même temps. Leur but en venant au Japon n'est rien d'autre que de trouver un adversaire digne. Un artiste martial célèbre pour ses coups de poing et de pied est soudainement bloqué par Doyle, qui le défie en duel. Doyle a immédiatement porté un coup vicieux, déchirant le cou de Robinson. Les 3 brutes de l'école de la dernière fois cherchent des voyous pour leur demander d'apprendre une leçon à Baki. Ils effectuent des compétences de contrôle des armes qui surprennent les brutes. Bien sûr, Baki n'hésite pas à affronter ces voyous. L'homme en violet sort un couteau de son pantalon et prévoit d'attaquer Baki, mais il s'arrête soudainement par peur. Le voyou en rose voit cela et attaque Baki à distance avec une boule de fer, dansant avec son arme jusqu'à ce qu'elle le blesse. L'homme en noir sort son couteau et montre son habileté à le manier, mais son couteau est immédiatement volé par Baki. Le brute ne supporte pas cette humiliation et sort un pistolet pour tuer Baki, mais Baki remarque seulement l'homme derrière lui. En ce moment, au quartier général de la police, une réunion a lieu concernant des criminels étrangers dangereux qui viennent d'arriver à Tokyo. L'un d'eux est apparu et a écrasé une voiture de police en ville à main nue. Les gens autour ne pouvaient pas croire que quelqu'un dans ce monde puisse faire une chose aussi folle. Cet homme est Speck, qui se tient derrière le tyran armé. Speck emprunte son arme et se tire une balle dans la joue, effrayant ainsi l'intimidateur qui urine dans son pantalon. Le but de Speck ici est de trouver Baki, le champion du tournoi clandestin. Baki lui serre simplement la main quand sa main tombe au sol, ce qui panique Baki. Tandis que Baki ne sait pas ce qui s'est passé, il reçoit un coup de poing dans la poitrine. Les gens autour de lui sont témoins de la brutalité de Speck et appellent la police. Quand la police arrive, il s'approche calmement de Baki et dit que ce n'est qu'un salut pour lui avant d'être emmené dans une prison au Japon. Yujiro, connu comme la créature la plus forte sur la planète, est excité d'apprendre que des adversaires puissants sont arrivés au Japon. Le criminel Yanagi va voir Shibukawa, qui a été vaincu par Yanagi auparavant. Cette fois, cela semble être une fin similaire pour Shibukawa. Il sera presque mort si Yanagi ne retient pas son attaque finale. Dans la prison, Speck se promène comme chez lui. Il se tient à côté du chef du poste de police dans les toilettes, ce qui l'effraie. Non seulement cela, mais il offre également à l'officier les raviolis qu'il vient d'acheter à l'extérieur. L'officier frappe dans son entrejambe, mais ça ne fonctionne pas. Speck sourit et demande à l'officier d'accepter sa gentillesse en mangeant ses raviolis. Les gardes ne peuvent pas non plus arrêter la force de Speck. Au dojo Shinshinkai, Katsumi a un duel avec Retsu.
Les deux sont des experts en arts martiaux qui ont été invités à participer au tournoi clandestin. Le criminel, Doaren, arrive sur place et, sans hésitation, s'immisce dans le match pour défier Katsumi. Doaren peut utiliser tout ce qui l'entoure comme une arme. Il a jeté une paire de chaussures à Katsumi pour attirer son attention et l'attaquer soudainement. Les planches en bois peuvent également devenir des armes de Doaren, rendant Katsumi inattentif et gravement blessé. Cependant, ces attaques méprisables n'ont pas échappé aux yeux de Retsu. Quand la situation devient défavorable, Doaren prend une gorgée de vin et utilise un briquet pour souffler la flamme sur Retsu. Cette situation plonge tout le monde dans le dojo dans le chaos, tandis que Doaren part rapidement. Aujourd'hui à l'école, il y a des tests physiques. Baki est tellement fort que cela choque les étudiants. Il a tiré sur la barre jusqu'à ce qu'elle se casse. Non seulement cela, mais il bat facilement le record du monde du 100 mètres. Igari est un lutteur célèbre au Japon. Il dîne avec Takugawa et le champion national de judo, Tatoka. Tatoka est également invité au prochain tournoi clandestin pour affronter des criminels. Soudain, Sikorsky apparaît et pose les plats sur la tête de Tatoka comme un défi. Avant que Tatoka ne puisse réagir, ses mains étaient bloquées avec 2 couteaux. Sikorsky frappe Tatoka au visage 2 fois, ce qui déforme son visage et le fait tomber au sol. Quand l'ambulance arrive, la vie de Tatoka est dans un état critique. Agari veut venger son ami, mais il subit le même sort que Tatoka. Son visage est également défiguré après avoir été frappé au visage par Sikorsky. Heureusement, l'ambulance n'est pas encore partie, donc il est aussi emmené à l'hôpital à temps avec Tatoka. Spec a quitté la prison en détruisant les barreaux de fer avec le message qu'il était sorti pour un moment et a promis qu'il reviendrait bientôt. Ce soir-là, Tokugawa et 5 criminels dangereux se sont rencontrés dans une arène sans rendez-vous préalable. Les 5 ne se connaissent pas, mais ils sont prêts à participer à ce tournoi clandestin. Baki et les autres guerriers sont également venus. Ils étaient les 5 combattants les plus forts du dernier tournoi clandestin de Tokugawa. Orochi Doppo, connu comme le dieu de la guerre, est le fondateur du dojo Shinshinkai et aussi le père de Katsumi. Hanayama est un jeune homme au corps musclé, le chef d'un gang notoire au Japon. Ces deux ont vaincu la plupart de leurs adversaires dans le tournoi souterrain de Tokugawa. Bien sûr, la personne qui a remporté le championnat cette année-là était Baki. Ces guerriers seront ceux qui peuvent aider les prisonniers à connaître la défaite. Peu de temps après, un tournoi clandestin est organisé spécifiquement pour 10 personnes, divisées en 2 groupes opposés. À partir de ce moment, ils peuvent commencer un combat n'importe où, n'importe quand, contre n'importe quel adversaire de leur choix, jusqu'à ce que la dernière personne debout soit le champion. Quand Orochi est parti, il a choisi son adversaire Dorian. Cependant, Ritsu veut aussi commencer un combat avec Dorian pour se venger de lui pour avoir perturbé son dojo. Mais il semble qu'Orochi ne veuille pas donner Dorian à Ritsu. Dorian boit une gorgée de vin et utilise un briquet pour brûler Orochi, mais cela ne fonctionne pas sur le maître de karaté légendaire. Après la défaite d'Agari, il amène ses camarades pour se venger de Sikorsky. Sikorsky est maîtrisé avec succès par 2 des subordonnés d'Agari, mais il semble que Sikorsky perde délibérément pour rendre le jeu plus intéressant. La main d'Orochi était maintenant coupée par un fil contrôlé par Dorian. Depuis le commencement des temps, les humains ont toujours cherché et créé des armes plus rapides, plus fortes et plus légères. Le fil est ce qui rassemble tous ces avantages sans que personne ne le remarque. Avec sa taille extrêmement fine, le fil rendra l'adversaire invisible et le fera tomber dans le piège comme dans une toile d'araignée. Malgré avoir perdu une main, Orochi ne semble toujours pas vouloir battre en retraite. Il utilise encore son bras pour frapper Dorian au visage et s'en va lorsque l'adversaire tombe au sol. À ce moment-là, Sikorsky commence à démontrer son attaque brutale. 2 des sbires d'Agari sont rapidement mis à terre avec des blessures extrêmement graves. Agari s'agenouille et supplie Sikorsky pour sa vie, mais Sikorsky ne semble pas satisfait. Sikorsky lance des poids sur Agari et le torture jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Kazue est la petite amie de Baki, et ils ont souvent des rendez-vous romantiques ensemble. Pendant leur rendez-vous, ils sont dérangés par des voyous. L'un d'eux pose sa main sur l'épaule de Baki de manière menaçante, tandis que les 3 autres utilisent des armes pour menacer Baki. Baki attrape sa main, le jette comme un déchet et se charge rapidement des autres. Le soir, lorsque Baki et sa petite amie se promènent dans un parc, Spec les observe silencieusement. Alors que Baki embrasse sa copine, Spec apparaît par derrière et lance une attaque sur les deux, mais est arrêté par Hanayama. Hanayama est un chef de gang, il a donc un tatouage de clan traditionnel. Mais ce n'est toujours pas toute l'histoire de ce tatouage. Dans le passé, Hanayama avait vaincu un grand gang à lui seul. Son corps est couvert de cicatrices de leurs coups de couteau, c'est la condition pour que son tatouage soit plus complet. De retour au présent, Spec se sent beaucoup plus excité après avoir su que devant lui se trouve un adversaire fort. Il se précipite frénétiquement pour attaquer Hanayama, mais Hanayama ne résiste pas et reste immobile recevant l'attaque de Spec. Cependant, le regard de Hanayama reste ferme.
Bien qu'il saigne, par le passé, Spec a détruit la Statue de la Liberté à main nue. La force destructrice du poing de Spec peut détruire n'importe quoi au-delà de l'imagination. Normalement, quand nous voulons utiliser toute la force de notre corps, nous devons retenir notre souffle pour augmenter notre force pendant une courte période. Tout comme les artistes martiaux qui lancent des coups de poing, ils doivent retenir leur souffle pour que les coups gagnent en puissance. Spécial a la capacité de retenir son souffle pendant jusqu'à 10 minutes sous l'eau, il lance donc continuellement des coups puissants que Hanayama ne pouvait que défendre. Est-ce que c'est toute la puissance de Spec? Un groupe de commandos équipé des armes les plus modernes a été envoyé ici par la police japonaise pour maîtriser Spec alors qu'il se déplaçait librement dans la prison. Mais le résultat n'a pas changé. Le groupe de commandos n'a pas pu arrêter la puissance de ce monstre. Spec a détruit tout ce qui se trouve sur son chemin comme une machine destructrice. Hanayama est comparé à un tank qui peut arrêter cette machine destructrice. Il donne un coup de poing à Spec, c'est un adversaire à la hauteur de ce que Spec recherche. Soudainement, Spec sort les balles, les met dans la bouche de Hanayama et provoque leur explosion. Après une explosion, le visage de Hanayama est gravement blessé, mais cela ne semble pas avoir entamé sa volonté de se battre. Il continue de punir le criminel, Spec, puis l'emmène au poste de police. Le combat n'est toujours pas terminé. Quand Hanayama monte dans la voiture, Spec la soulève, provoquant son renversement. Hanayama sort de la voiture en position de faiblesse. Il est brutalement attaqué par Spécial. Il utilise également une arme de police pour blesser les genoux de Hanayama. Ensuite, il y a la scène horrible de torture qui choque tout le monde. Mais c'est toujours ce qui se passe dans la bataille des monstres. Cela n'a toujours pas pu faire tomber Hanayama. La bataille sanglante entre les deux continue, les deux se battent férocement au sol. Spec utilise une grenade assourdissante qui empêche Hanayama de voir son environnement. Profitant de cette opportunité, il se déplace derrière Hanayama et lui bloque le coup. Avec la force de Spec, personne ne peut échapper à cette prise. Cependant, Hanayama a encore une arme mystérieuse, ce sont ses doigts. La puissance des doigts de Hanayama peut même écraser du fer. Le bras de Spec est écrasé par les doigts de Hanayama. À ce stade, le combat est terminé. Après que Spec soit emmené à l'hôpital, son corps est incroyablement transformé. En regardant le corps de Spec, personne ne croirait qu'il avait 97 ans. Sa soif de défaite lui a donné des pouvoirs au-delà de l'imagination. Mais après avoir été vaincu par Hanayama, il a perdu la volonté de se battre pour maintenir ce corps. Le professeur dit à Baki de se concentrer sur ses études, plutôt que sur l'entraînement physique. Il dit à Baki que peu importe à quelle vitesse tu es, tu ne peux pas être plus rapide qu'une moto. Peu importe ta force, tu ne peux pas sauter du 3e étage jusqu'au sol. Avant que le professeur ne termine sa phrase, le criminel Doyle saute du sol dans la classe de Baki. Il écarte le professeur et sauve Baki de ce cours ennuyeux. Baki réagit à temps avant que Doyle ne se précipite sur lui. Doyle est très intéressé par Baki car il peut suivre sa vitesse. Baki a peur que le combat n'affecte ses camarades de classe, alors il s'enfuit. Mais le combat de Baki ne s'arrête pas. Il est soudainement attaqué par derrière par quelqu'un. Le criminel, Yanagi, est son prochain adversaire. Dans sa main se trouve une arme redoutable que les ninjas utilisent depuis toujours pour assassiner. L'œil humain normal ne peut pas suivre la vitesse de cette arme, surtout quand elle est utilisée par Yanagi. Il peut modifier la distance et la vitesse de l'attaque très facilement à volonté. Shibukawa apparaît soudainement et rejoint leur combat. Bien que Shibukawa soit assez âgé, son jutsu est bien adapté pour contrer les attaques de Yanagi qui le mettent à terre. Cela rend Yanagi extrêmement en colère. Il se lève d'un bond et se précipite vers Shibukawa, le blessant gravement. Shibukawa utilise son sang pour aveugler Yanagi et coopère avec Baki pour attaquer, blessant Yanagi. Cependant, Yanagi a toujours une carte maîtresse dans le pire des cas. Il n'est pas un artiste martial qui utilise des armes cachées ou dissimule des armes. Le poison est sa véritable arme, il est connu sous le nom de Yanagi, le poisonneur. La véritable bataille commence maintenant. Baki est attiré par la puissance émanant de Yanagi, ce qui le conduit à recevoir une attaque de sa part. L'attaque semble simple, mais elle met instantanément Baki KO. Les humains peuvent retenir leur souffle pendant plusieurs minutes, mais inhaler juste une quantité d'air avec une teneur en oxygène inférieure à 6% les fera s'évanouir. Yanagi a étudié cette technique pendant son séjour en prison. La force de sa paume peut détruire des murs de béton épais, sans parler d'un corps humain. Baki a complètement perdu le match contre Yanagi. Le lendemain matin, tout le monde se réunit chez Tokugawa pour discuter de la manière de gérer les criminels. La réunion n'était pas terminée lorsque Dorian est soudainement apparu. Il a vaincu tous les gardes à l'extérieur avant d'entrer dans la pièce. Il porte un seau d'essence avec l'intention de mettre le feu à cet endroit. Katsumi est également venu ici pour se joindre à l'amusement. Il n'a toujours pas oublié sa dernière querelle avec Dorian. Katsumi donne rapidement un coup de pied au briquet de Dorian et au seau d'essence vers lui.
C'est la conséquence de venir causer des ennuis dans le dojo de quelqu'un d'autre. Dorian est enveloppé de flammes devant tout le monde, le laissant gravement blessé avec des brûlures. Cependant, Dorian est encore capable de se lever comme si de rien n'était. Kato est un disciple du dojo Shinsenkai. Il vient ici pour trouver le gars qui a une fois perturbé le dojo de son maître. Kato se précipite pour attaquer Dorian, puis Orochi se joint aussi à l'amusement. Kato utilise également le fil comme arme, tout comme Dorian l'a fait. Cette fois, Dorian perd une oreille à cause de la même arme qu'il utilisait. Les maîtres semblent vouloir exprimer leur colère contre Dorian. Cependant, Dorian endure délibérément leurs coups afin de piéger Katsumi et Kato avec ses fils. Il tire sur le fil avec force dans l'intention de les achever, mais Orochi utilise sa main pour couper les fils de Dorian. Voyant la situation désavantageuse, Dorian sort une grenade de sa bouche. L'explosion a presque complètement détruit la maison. Heureusement, tout le monde est parti rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Dorian retourne ensuite à sa base pour récupérer. Cependant, Kato l'a secrètement suivi jusqu'à cet endroit. Il veut régler tous ses comptes avec Dorian ici. La situation a complètement changé lorsque Kato est entré dans le terrain de jeu de Dorian. Dorian trempe sa main dans un liquide collant puis ramasse des éclats de verre sur le sol. Le liquide collant et les éclats de verre se combinent en un point épineux. C'est l'arme secrète de Dorian. Kato essaie d'attaquer Dorian, mais il ne reçoit que des blessures causées par les éclats de verre. Même Kato a essayé de désactiver Dorian avec son sang, mais n'a pas pu l'atteindre. Il enlève son manteau et est déterminé à vivre ou mourir dans ce combat. Cependant, chaque tentative d'attaque de Kato est facilement bloquée par Dorian. Plus Kato attaque, plus il reçoit de blessures. Même si son corps est criblé d'éclats de verre, Kato continue de se battre jusqu'au bout. À ce moment-là, il réussit à donner un coup de pied dans l'entrejambe de Dorian, lui causant de la douleur, et le supplie d'épargner sa vie. Cependant, tout cela ne sont que des illusions créées par Dorian. Maintenant, Kato se bat contre les illusions qu'il imagine, pas contre Dorian du tout. Dorian porte le coup final pour terminer ce combat. Le lendemain, alors que Retsu pratique les arts martiaux, il ressent quelque chose à l'intérieur du sac de sable du dojo. Il coupe le sac de sable et voit Kato à l'intérieur. Kato est immédiatement emmené à l'hôpital pour recevoir des soins. Cela provoque l'indignation parmi tous les membres du dojo Shinsenkai et ce serait un affront de ne pas rendre l'appareil. Un ordre d'arrestation contre Dorian est donné à tous les étudiants du dojo Shinsenkai. Très rapidement, ils ont trouvé l'emplacement de Dorian. Dorian n'a également aucune intention de fuir et de céder à leur volonté. Il l'emmène dans un parc d'attractions à proximité. Ceux qui attendent dans le parc joueront avec Dorian. Ici, Dorian a affronté un adversaire dont le poids était égal au sien. La force de cette masse musculaire est trop terrible. La force de ses attaques fait que l'adversaire s'effondre instantanément s'il reçoit un coup direct. Voyant la situation défavorable, Dorian attire son adversaire vers la zone de jeu de montagnes russes. Ils vont avoir une bataille sur ces montagnes russes. L'homme ne s'est pas calmé et est tombé dans le piège tendu par Dorian. Dorian apparaît par derrière et verrouille le cou de l'homme. L'équilibre sur les montagnes russes change constamment, ce qui rend impossible pour l'homme de s'échapper de la prise de Dorian. Mais les montagnes russes font un virage soudain, sauvant l'homme du danger. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et la vitesse des montagnes russes augmente de plus en plus. L'accélération et la gravité changent constamment. L'homme doit trouver un moyen d'être prêt à combattre la prochaine attaque de Dorian. Il se souvient qu'Orochi lui a un jour enseigné une posture traditionnelle utilisée par les artistes martiaux pour combattre sur des bateaux. Bien que l'homme soit capable de garder son équilibre sur les montagnes russes, ce n'est toujours pas suffisant pour affronter un méchant comme Dorian. Dorian se précipite pour embrasser l'homme et tombe avec lui du montagne russe. Cependant, Dorian est toujours capable de se lever après cette chute. Les fils d'acier qu'il avait préparés l'ont aidé à réduire la force de sa chute dans les dernières secondes avant de toucher le sol. En voyant cela, Retsu, Katsumi et Orochi apparaissent simultanément pour punir cet homme maléfique. Mais soudain, Dorian appelle Retsu, frère. Il s'avère que Retsu vient d'un lieu considéré comme le berceau des arts martiaux chinois, le temple Shaolin. Le titre de Kaio était attribué à quelqu'un dont la force surpassait celle des autres disciples. Il y avait une histoire mystérieuse à propos d'un Kaio légendaire qui venait de l'ouest. Sa force pouvait creuser un tunnel à travers une montagne en une seule nuit, et ce Kaio légendaire est Dorian. Cette situation empêche Retsu de se joindre à la bataille contre Orochi et Katsumi, car au temple Shaolin, il y a une règle selon laquelle les disciples ne doivent pas se battre entre eux. Il faut tout laisser aux gens du dojo de Shinsenkai. Orochi a été blessé lors de la bataille précédente, mais il est déterminé à venger son bras perdu. Au début du combat, Orochi enchaîne de nombreux coups de pied contre Dorian. Son bras gauche a également été réattaché après ce combat. Non seulement cela, mais il est devenu plus fort qu'avant. Après ce match, Orochi est allé à la clinique de son ami à proximité. Il est arrivé à temps avant de perdre connaissance. Le combat se déroule à sens unique en faveur d'Orochi.
Les attaques de Dorian sont toutes maîtrisées par Orochi et ont causé beaucoup de problèmes à Dorian. Cependant, Dorian était autrefois un Kaio légendaire après tout, et il exécute soudainement un kata, un exercice utilisé pour détendre les muscles. Orochi essaie de lui lancer une pierre. Dorian attrape immédiatement la pierre et la réduit en poussière. Il souffle la poussière de roche sur le visage d'Orochi, lui faisant perdre sa vie. Vision. Cependant, Orochi parvient toujours à le saisir et à lancer des attaques qui touchent la cible, blessant gravement Dorian. Dorian supplie à nouveau pour sa vie alors que la situation du match devient défavorable. C'est aussi à ce moment que les hallucinations apparaissent devant les yeux d'Orochi, tout comme celles de Kato auparavant. Maintenant, Orochi combat Dorian uniquement dans son imagination. Dorian croit que cela se terminera aussi facilement que lorsqu'il a confronté Kato. Cependant, l'attaque de Dorian est soudainement bloquée par Orochi. Non seulement ça, Orochi se retourne et attaque Dorian, le faisant tomber. L'expérience de combat étendue d'Orochi lui a appris qu'aucune bataille n'est jamais facile. Il réalise bientôt que tout n'est qu'une illusion et se réveille. Toutes les attaques de Dorian sont maintenant complètement bloquées. Peu importe à quel point il essayait, il ne pouvait toujours pas toucher Orochi. Dorian a eu du mal à jeter ses dernières cartes, mais cela n'a toujours pas fonctionné. Le bras de Dorian est complètement détruit par le coup de pied d'Orochi. Ses puissants coups de poing brisent à la colonne vertébrale de Dorian. Ses jambes sont également détruites après un seul coup de pied d'Orochi. La défaite approche à grands pas, exactement ce à quoi Dorian aspirait autrefois. À ce moment-là, Dorian a vraiment peur et éclate en larmes. Kato a été soudainement amené ici pour être celui qui termine ce match. Bien qu'il ait de nombreuses blessures sur son corps, le médecin a également diagnostiqué que Kato est dans le coma, mais Kato est encore capable de se lever. La colère et une volonté de vengeance poussent son corps à bouger. C'est quelque chose que même la science ne peut pas expliquer. Dorian est comme un enfant suppliant pour une dernière chance de vivre. Mais ces choses font partie du plan de Dorian. Lorsque Dorian a été emmené à l'hôpital, le médecin a trouvé quelque chose d'implanté dans sa main. D'après l'image, il devine que c'est une mini-bombe. Elle peut exploser si elle frappe fort l'os du poignet. C'est comme si c'était son arme secrète. Orochi rentre chez lui et trouve tout en désordre. Tout en colère, il est soudainement attaqué par Dorian. La mini-bombe dans sa main explose en frappant violemment le visage d'Orochi. Orochi est si gravement blessé qu'il ne peut pas bouger. Maintenant que les choses étaient allées trop loin, Retsu ne pouvait plus le supporter. Retsu déclenche un coup de poing qui contient toute la rage qu'il a accumulée tout ce temps. Dorian, après avoir reçu le coup de Retsu, devient mentalement instable. Être vaincu pour la première fois de sa vie fait perdre à Dorian son moi actuel. Il devient un enfant sans perception claire. Sikorsky observait et savait tout de la relation spéciale entre Baki et Kazue. Il s'introduit dans la maison de Kazue pour préparer un plan. Juste au moment où Sikorsky est sur le point d'attaquer Kazue, Baki défonce la porte et le met dehors d'un coup de pied. Oser toucher à la fille du personnage principal, la fin ne sera pas bonne. Baki déchaîne toute sa rage sur Sikorsky. Cependant, Sikorsky s'échappe à temps et emmène Kazue avec lui tandis que Baki est submergé par la rage. Pendant ce temps, une réunion gouvernementale d'urgence discute de la manière de gérer les prisonniers évadés. Depuis qu'ils sont arrivés au Japon, de nombreux meurtres ont eu lieu successivement. Même la force de police d'élite n'a pas pu les arrêter. Un haut fonctionnaire propose d'emprunter le pouvoir d'autres prisonniers pour les gérer. Il apprend qu'un prisonnier notoire est détenu dans une prison de l'Arizona et pense que ce prisonnier est le seul qui peut les arrêter. Le commissaire du département de police japonais Morio Sonoda s'est rendu personnellement aux États-Unis pour escorter ce prisonnier particulier au Japon. La porte de la chambre de ce prisonnier est très luxueuse. Personne n'aurait imaginé que ce soit la résidence d'un prisonnier. Devant Morio se trouve un monstre géant nommé Oliva. Les agents de la prison d'Arizona ont utilisé le pouvoir d'Oliva pour attraper les criminels que le gouvernement ne pouvait pas gérer. C'est pourquoi Oliva a obtenu tout ce qu'il voulait du gouvernement, même s'il était un prisonnier. Il y a une grande affaire de meurtre en cours dans la ville en ce moment. Morio suit également pour voir comment Oliva attrape les criminels. Le tueur qui se cache dans le bâtiment veut également trouver Oliva pour se venger. Le tueur ouvre immédiatement le feu sur Oliva, mais étonnamment, même les balles ne peuvent pas pénétrer les muscles durs d'Oliva. Oliva éjecte l'assassin du bâtiment et le met hors de combat. Après avoir été témoin de la puissance monstrueuse d'Oliva, Morio l'a immédiatement amené au Japon. Cependant, Oliva préfère agir librement plutôt que de suivre les ordres du gouvernement japonais, alors il saute de la voiture. Après que Sikorsky ait enlevé Kazue, il l'emmène chez Yujiro, le père de Baki. Les membres du Shinshinkai informent également cette nouvelle à Katsumi. Baki entend ces nouvelles et se sent très inquiet car il ne sait pas ce que son père fera à Kazue. Sikorsky kidnappe Kazue car il veut défier la plus forte créature sur Terre, Yujiro. Cependant, Sikorsky ne sait pas que la force de Yujiro dépasse de loin ce qui est dit. Les attaques sournoises de Sikorsky ne peuvent pas toucher son corps. Alors que le furieux Sikorsky s'apprête à porter son prochain coup, soudain Oliva arrive et attrape son bras.
La poigne d'Oliva pouvait écraser le bras d'un adversaire instantanément. Il jette Sikorski hors de la pièce avec aisance. Sikorski trouve 2 hommes forts d'un coup, ce qui le rend encore plus euphorique. Avant que le combat entre eux ne commence, Baki brise la porte et se précipite dans la pièce. La scène devant lui le met en colère immédiate. Des coups puissants en rafale sont lancés par Baki dans sa fureur. La pression des attaques de Baki fait tomber Sikorski hors du bâtiment. Cela ne pouvait toujours pas calmer la colère de Baki. Il continue d'attaquer Oliva pour évacuer sa colère. Oliva continue de recevoir les puissantes attaques de Baki, mais il ne semble pas souffrir. Alors que le combat entre Baki et Oliva n'est pas encore terminé, Sikorski apparaît soudainement par derrière et attaque Baki. Lorsque Sikorski est tombé du bâtiment, il a attrapé le mur à temps pour réduire la force de la chute. C'est aussi ainsi que Sikorski s'est échappé de la prison avec les murs glissants qui l'entouraient. Ainsi, le deuxième tour entre Baki et Sikorski commence. Sikorski utilise des morceaux de verre pour distraire Baki et lance un coup de pied puissant qui envoie Baki voler au loin. La bataille n'est pas encore finie, mais la police est arrivée. Sikorski a rapidement sauté du bâtiment pour s'échapper à nouveau. Cependant, Baki veille toujours sur lui. Lorsque Sikorski retourne à la planque, Baki apparaît et dit qu'il va tout finir ici. Les attaques de Baki sont plus fortes quand il enlève son vêtement extérieur. Sikorski s'effondre après avoir été battu à plusieurs reprises par Baki. Oliva interrompt leur combat à nouveau. Pendant qu'Oliva se dispute avec Baki, Sikorski en profite pour se relever et met toute sa force dans un coup de pied à Oliva. Sikorski n'en revient pas qu'Oliver reste indemne après avoir reçu le coup. Puis Sikorski se précipite et lance des coups puissants sur Oliva. Cependant, le résultat reste inchangé, surprenant Sikorski, tandis qu'Oliva rit et dit que maintenant c'est à son tour. D'un seul coup de poing, Oliva envoie Sikorski voler hors du bâtiment avec facilité. Cette fois-ci, il n'a plus la force de grimper le bâtiment. Oliva amène rapidement Sikorski vers le commissaire Morio. Morio est surpris qu'Oliva ait pu attraper ce criminel dangereux en quelques jours. Cependant, il y a encore 2 criminels dangereux qui se promènent dans la ville. Baki est furieux qu'Oliva ait interrompu son combat, mais il admet quand même que le monstre en face de lui a vraiment un pouvoir terrible. Pendant que la police cherchait les 2 criminels restants, l'un d'eux, Doyle, s'est déguisé en policière pour s'approcher d'Oliva. Doyle est impatient de combattre un adversaire aussi fort qu'Oliva. Oliva est blessé au visage par l'arme spéciale de Doyle. De plus, l'arme de Doyle est imprégnée d'un poison qui endommage les nerfs d'Oliva. Doyle se précipite alors pour attaquer Oliva, provoquant un flux continu de son sang. Cependant, endurer les coups est aussi l'une des capacités terrifiantes d'Oliva. Grâce aux attaques de Doyle, le poison dans le corps d'Oliva s'échappe également par le sang. Oliva attrape la jambe de Doyle et le fait tourner à 80 km/h, puis le jette au sol, faisant trembler le quartier général de la police. Olive relève Doyle avec un regard de mépris. Doyle profite de cette occasion pour planter le couteau sur Oliva et donner un coup de pied au couteau pour qu'il puisse pénétrer plus profondément dans le corps d'Oliva. Il s'est ensuite enfui rapidement du quartier général de la police. Quand tout le monde arrive, la bataille est déjà terminée. Doyle s'échappe par une ouverture dans le plafond. Son couteau n'a laissé qu'une petite éraflure sur le corps d'Oliva. Oliva est excité quand il voit Shibukawa car il a entendu dire que le jutsu a la capacité de vaincre des adversaires de grande taille. Il veut défier Shibukawa à un jeu de poignée de main. Quand Oliva serre la main de Shibukawa, il s'effondre soudainement. Bien que le corps de Shibukawa soit petit, sa pression terrifie Oliva. Ils se rendent ensuite ensemble à la salle d'entraînement de judo. Oliva veut défier les pratiquants ici. Les officiers qui voient le corps musclé d'Oliva transpirent abondamment. Toutes les lois de la physique ne signifient rien pour les muscles massifs d'Oliva. Il abat tous les pratiquants aussi facilement que de casser des cure-dents. Un officier 2 fois plus grand qu'Oliva se lève pour relever le défi afin de regagner l'honneur du département de police. Mais le résultat ne change pas. L'officier est soulevé et tourné comme une girouette par Oliva. D'autres officiers reçoivent également des résultats similaires lorsqu'ils affrontent Oliva. Shibukawa soupire et déplore que les jeunes soient maintenant trop faibles. Il se prépare à affronter Oliva pour regagner l'honneur de l'art martial du judo. Oliva est de bonne humeur car la situation est très favorable à son véritable objectif. S'il tue accidentellement Shibukawa, alors ce n'est qu'un accident dans un match. Il attrape la chemise de Shibukawa et le jette, mais Shibukawa utilise son petit corps pour atterrir avec un impact minimal. Le bras d'Oliva est disloqué par la force de son propre lancer. Dans un autre dojo, un combattant démontre ses arts martiaux. Son attaque est si précise qu'elle pourrait couper en 2 une feuille de papier mince en plein vol. Son nom est Shinogi Kosho.
Ne pas être invité à participer à ce tournoi clandestin était une insulte pour lui. Il cherche secrètement les cachettes des criminels pour voir si elles sont vraiment ce qu'elles étaient censées être. Les armes sur le corps de Doyle peuvent infliger des blessures mortelles aux adversaires, mais le coût de leur utilisation n'est pas négligeable. Grâce à la science moderne, Doyle a subi d'innombrables opérations pour implanter des lames dans son corps. Elles étaient toutes équipées d'un interrupteur caché que Doyle pouvait facilement activer au combat. Kosho a trouvé sa proie. Sans un mot, il se précipite pour donner un coup de pied à Doyle dans le cou. Mais ce n'est qu'une salutation pour Doyle. Même les lames à l'intérieur du corps de Doyle ne pouvaient pas blesser Kosho. Kosho attaque à plusieurs reprises Doyle au point faible de son corps. Cependant, Kosho n'est pas pleinement conscient de toutes les armes que Doyle a dissimulées. Il n'en revenait pas qu'il y ait une quantité d'explosifs cachés dans le manteau de Doyle. Une explosion soudaine met fin au combat. Kosho a été grièvement blessé et est incapable de continuer à se battre. Pour Doyle, le moyen de se renforcer est de survivre à chaque bataille. Il utilisera n'importe quel moyen méprisable tant qu'il peut gagner. Pendant que tout le monde se bat, Baki passe un bon moment avec sa petite amie. Finalement, cette nuit-là, ils décident de le faire ensemble. Dans un moment de bonheur, le père de Baki apparaît. Yujiro dit à Baki que le sexe est aussi une partie importante de devenir plus fort. S'il veut devenir plus fort, il doit le faire chaque jour autant que possible. Faites-le jusqu'à ce qu'il soit épuisé et ne puisse plus le faire. Après avoir dit cela, Yujiro félicite le couple et s'en va. Retsu dîne dans un restaurant quand il voit un homme au corps imposant. Son nom est Jack Hanma et il était autrefois combattant dans le tournoi clandestin. Comme Jack voulait avoir un corps musclé, il a utilisé beaucoup de stimulants par le passé pour favoriser la croissance de son corps. Il est aussi le frère aîné de Baki. Ils sont demi-frères. C'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis que le tournoi clandestin de la saison dernière s'est terminé. Pour une raison inconnue, le corps de Jack grandit de plus en plus. Même sa taille et son poids ont augmenté de manière significative depuis le dernier tournoi. Ce soir-là, Doyle et Retsu se rencontrent dans un petit pub. Sans hésitation, ils commencent leur combat ici. L'œil de Doyle est touché par le kunai de Retsu. Retsu continue d'utiliser les attaques viles que Doyle a utilisées contre lui. Il montre ensuite à Doyle les armes qu'il a cachées dans sa veste. Doyle ne peut résister aux attaques de son adversaire. Retsu jette sans pitié toutes ses armes restantes sur Doyle. Doyle s'enfuit, mais ne peut échapper à la poursuite de Retsu. Retsu est sur un niveau différent de tous les adversaires précédents que Doyle a rencontrés. Sans loi pour l'arrêter, Retsu est bien plus dangereux que la plupart des gens ne le savent. Doyle utilise une bombe fumigène pour échapper à la vue de Retsu. Il se déplace à l'arrière et pointe un couteau sur le dos de Retsu. Cependant, cela augmente la rage de Retsu. Le fait d'oser provoquer un véritable combattant n'aura pas une fin heureuse. Le bâton dans la main de Retsu pourrait tuer Doyle à tout moment, mais il veut juste que Doyle admette la défaite pour mettre fin à ce combat. Mais il semble qu'il ne peut pas trouver cela en Doyle. Alors que Retsu est sur le point d'en finir avec Doyle pour terminer ce combat, quelqu'un apparaît derrière et injecte un anesthésique à Retsu, le mettant instantanément hors de combat. La personne qui a fait ça est Jack. Il veut mettre fin au criminel devant lui de ses propres mains. À ce stade, Doyle a subi de nombreuses blessures graves, donc Jack veut combattre Doyle un autre jour et partir. Doyle a également l'intention de partir. Mais quand il voit les voyous causer des problèmes à Retsu, il revient pour le protéger. Lorsque Retsu se réveille, il voit une mare de sang devant lui. Bien que Doyle soit grièvement blessé, il reste ici toute la nuit pour protéger Retsu. Retsu ne veut pas que celui qui lui a sauvé la vie meure ici, alors il porte Doyle sur son dos et court à l'hôpital aussi vite qu'il peut. En chemin, il a failli se faire renverser par une moto, mais il a réussi à arrêter la moto d'une main. Non seulement cela, mais il a pu courir sur l'eau, rendant un vieil homme à proximité incrédule. Doyle, après avoir reçu un traitement rapide, a sauvé sa vie. Bien qu'il soit redevable à Doyle, les deux restent rivaux. Ils acceptent la vérité et chérissent ce qui vient de se passer comme un souvenir précieux. Doyle est parti immédiatement après ses remerciements. Bien que ses blessures ne soient pas complètement guéries, Doyle continue d'aller au dojo Shinshinkai pour causer des problèmes. Il vient défier tout le monde ici. Il utilise encore des astuces malhonnêtes pour se battre et porte une combinaison résistante à la chaleur. Puis il jette de la farine à travers la pièce, rendant l'atmosphère chaotique. L'air dense combiné à la poussière crée une explosion qui souffle tout. Doyle part immédiatement, mais il est arrêté par Orochi dans une ruelle proche. Orochi se moque de Doyle avec ses défaites après avoir combattu Oliva et Retsu. Incapable de supporter les insultes d'Orochi, Doyle accepte son défi pour un combat. Après que Doyle ait terminé de parler, Orochi laisse immédiatement éclater sa colère contre lui. Le combat se termine par quelques coups de poing et Doyle perd connaissance. À son réveil, il se retrouve au dojo Shinshinkai. Devant lui se tient Katsumi, dont l'apparence a été défigurée après que Doyle ait incendié le dojo. Katsumi donne immédiatement un coup de pied puissant au visage de Doyle.
le rendant inconscient à nouveau. Doyle se réveille et trouve encore Katsumi ici. Katsumi se précipite en avant et frappe Doyle à plusieurs reprises, le faisant tomber dans le coma. Quand Doyle se réveille, Katsumi lui prépare un repas avant que le prochain match commence. Doyle est toujours très énergique malgré de nombreuses défaites consécutives. Katsumi avertit Doyle que son coup bas peut briser 3 couches de béton. Les choses seraient plus simples si Doyle admettait sa défaite. Mais Doyle préfère mourir plutôt que d'accepter cela. Katsumi doit utiliser toute sa force pour effectuer son coup bas, causant la défiguration du visage de Doyle et sa perte de connaissance. Bien que Doyle soit son ennemi, Katsumi admire beaucoup la volonté de Doyle. Katsumi part et laisse un message indiquant que la ténacité de Doyle l'a aidé à gagner. Katsumi a accepté le résultat qu'il avait lui-même perdu. Cela a donné à Doyle une grande affection. Doyle se rend chez Katsumi pour lui rendre hommage. Tokugawa a également une réunion importante avec un célèbre combattant du monde des assassins. Son nom est Kunimatsu. Il semble assez faible, mais les rumeurs à son sujet sont complètement vraies. Il lui suffit de toucher légèrement la boule de bowling pour la soulever. C'est la technique de créer un vide dans la paume de la main. Yanagi a également utilisé cette technique pour vaincre Baki, mais ce n'était toujours pas la technique la plus forte de Yanagi. Même le bras de Kunimatsu a été coupé par son disciple, Yanagi. Il s'avère que Yanagi était autrefois le meilleur disciple du dojo de Kunimatsu. Il avait même des techniques que Kunimatsu ne pouvait pas faire. Yanagi a défié les dangers pour apprendre un art martial ancien. Ceux qui veulent apprendre cet art martial doivent endurer la douleur causée par le poison pendant l'entraînement. Après de nombreuses fois, Baki l'a fait avec Kozue, et il a élevé son pouvoir à un nouveau niveau. Yanagi est le premier à faire l'expérience de ses nouveaux pouvoirs. En un clin d'œil, Baki se précipite pour attaquer Yanagi, rendant Yanagi incapable de réagir. Cependant, cela ne suffit toujours pas pour vaincre Yanagi. Yanagi est très confiant dans les techniques sur lesquelles il a travaillé dur pendant ses années en prison. Son swing entraîne la déchirure des muscles de Baki. Les bras et les jambes de Yanagi agissent comme des fouets qui frappent le corps de Baki. Même si Baki a un corps fort, il ne pouvait pas supporter cette douleur soudaine. Baki sourit et dit que cette technique est une que son père lui a également apprise auparavant, mais il a découvert que la technique n'était adaptée qu'aux femmes ou aux enfants pour se défendre. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme devrait utiliser. Pour prouver ses mots, Baki utilise immédiatement cette technique sur Yanagi, lui causant de la douleur avec la même technique qu'il a utilisée. Tous deux ont utilisé cette technique l'un sur l'autre pour tester leur endurance. Juste au moment où Baki est sur le point de terminer le combat, Sikorsky apparaît et sauve Yanagi. Cependant, cette fois, la puissance de Baki est à un nouveau niveau, et Yanagi a également remarqué la différence. Le seul moyen de vaincre Baki est que Yanagi s'associe avec Sikorsky. Même s'il y a deux hommes forts devant lui, Baki a toujours la confiance de les vaincre tous les deux. Même lorsque Baki s'approche très près de Sikorsky, Sikorsky ne sait pas quoi faire pour commencer le combat. Baki soulève Sikorsky d'un seul bras et le jette sur Yanagi avec aisance. Le match devient ennuyeux car les deux ne peuvent qu'endurer les coups de Baki. Bien que Yanagi essaie de bloquer un des bras de Baki pour donner à Sikorsky une chance de contre-attaquer, la vitesse de Baki est si rapide que l'attaque de Sikorsky atteint le visage de Yanagi. Hanayama vient voir leur match et le résultat est trop évident. Ainsi, Baki ne veut pas continuer le combat avec ces deux gars. Il va chercher sa copine et part, laissant les deux criminels à Hanayama. Ce soir-là, Katsumi emmène Doyle sur le bateau d'une connaissance pour aider Doyle à quitter le Japon. C'est peut-être le premier ami de Doyle. Pour prouver leur amitié, Katsumi lui apprend une technique de base du karaté. C'est aussi le dernier souvenir de Doyle avant qu'il ne parte. Cependant, après que Doyle soit monté dans le train, Yanagi est venu le chercher. Que Doyle abandonne le combat est inacceptable pour Yanagi. Yanagi se précipite en avant et frappe Doyle à l'œil, l'aveuglant dans l'œil restant. Doyle tombe complètement dans le piège de Yanagi. Yanagi utilise la ceinture que Katsumi lui a donnée pour l'achever. C'est aussi une dernière faveur avant que Yanagi n'en finisse avec Doyle. Sans moyen de sauver la situation à ce stade, Doyle a laissé tomber ses mains et est tombé à la mer. Après la défaite de Sikorsky contre Baki, Sikorsky est confronté à Jack, le frère de Baki. La force des doigts de Sikorsky n'est pas inférieure à celle de Hanayama. Avec seulement 2 doigts, Sikorsky peut saisir un petit objet au plafond. Jack endure les coups de pied de Sikorsky pour l'atteindre. Dès qu'il est assez proche, il lance un coup de poing si puissant que Sikorsky ne pouvait même pas se lever. Un gars utilise une cabine téléphonique pour parler à sa copine, c'était malheureux pour lui de se retrouver mêlé à leur bataille. Profitant de l'espace étroit, Sikorsky frappe Jack à plusieurs reprises avec aisance. Cependant, il réalise rapidement que ses coups n'ont causé aucun dommage à Jack. Il n'a pas le temps de s'enfuir lorsqu'il est frappé par le coup de poing de Jack. La cabine téléphonique est également projetée du sol. Cette attaque a également laissé Sikorsky complètement inconscient. Il s'avère qu'après avoir été vaincu par Sikorsky, Higari a demandé à Jack de le venger. L'histoire ne s'arrête pas là. Bien que Sikorsky ait été vaincu,
il est toujours enfermé et emmené dans une autre arène pour vivre des défaites inédites. Quand les lumières s'allument, Sikorsky réalise qu'il est dans l'arène souterraine de Tokugawa. Même s'il a été amené ici, c'était à lui de décider par lui-même s'il devait rejoindre le match ou non. Il pouvait quitter ici s'il admettait sa défaite devant tout le monde. La fierté de Sikorsky l'empêche de fuir, même s'il sait qu'il ne pourrait pas vaincre le monstre en face de lui. Les muscles massifs de Jack sont évidents lorsqu'il enlève sa chemise. Sikorsky crie et se précipite pour attaquer Jack autant qu'il le peut. Mais la vérité rend Sikorsky encore plus désespéré car Jack est si fort qu'il peut même le jeter comme un jouet. Sikorsky ramasse un bâton et poignarde le corps de Jack, mais il ne peut pas pénétrer la masse musculaire dense de Jack. Le clou qu'il lance à Jack est également attrapé par ses dents. Jack fait peur à tout le monde quand il utilise sa langue pour plier un clou en fer. Jack trouve ce match vraiment ennuyeux, alors il part. Il pense que Sikorsky devrait se battre contre quelqu'un de son poids. Gaïa est le prochain défi que Sikorsky doit affronter. Il est connu comme le maître du combat en tirant parti de tout ce qui l'entoure. Il a presque tué Baki pendant ses journées d'entraînement. Gaïa lance soudainement jette du sable sur le sol à Sikorsky. À l'intérieur se trouvent les dents et le sang des combattants laissés par les batailles précédentes. Ceux-ci ensemble forment une arme utile pour Gaïa. Il jette du sable à plusieurs reprises sur Sikorsky, le laissant incapable de riposter. La force de lancer de Gaïa est si forte qu'elle semble créer une tempête de sable dans l'arène. Lorsque la tempête de sable se termine, le corps de Sikorsky est couvert de blessures. Ce n'est qu'un prélude pour aider Gaïa à s'échauffer. Il jette du sable en l'air, créant un nuage de poussière sur le ring. Puis, il disparaît avec les nuages de poussière qu'il a créés, se cache dans la poussière et fait de nombreux tours pour se moquer de Sikorsky. Le géant russe tombe lentement dans le chaos. Sikorsky ne sait pas où Gaïa apparaîtra et ne peut que rester là jusqu'à ce que les scènes de torture arrivent lentement. Yanagi reçoit une lettre de défi de Shibukawa. Shibukawa veut régler tout avec son ancien adversaire. Quand Shibukawa se dirige vers le lieu du défi, des illusions apparaissent pour l'arrêter. C'est un mécanisme de défense d'un combattant qui le rend conscient que l'ennemi qu'il s'apprête à affronter est extrêmement puissant. Dans l'arène, l'avantage est toujours en faveur de Gaïa. Jusqu'à présent, Sikorsky n'a pas réussi à toucher une seule fois la cible, se contentant d'attaquer les nuages de poussière. Cela prouve que Gaïa peut tuer Sikorsky instantanément s'il le veut. Shibukawa n'est pas encore arrivé, mais un homme se présente et défie Yanagi en duel. Son nom est Motobeisu et il est aussi un combattant qui s'entraîne au Jujitsu, mais il préfère le combat rapproché avec des armes tranchantes. Son style de combat est très étrange et cruel. Une des joues de Yanagi est déchirée après avoir reçu un coup de Motobe. Le combat de Sikorsky semble devenir lentement inutile. Les attaques de Gaïa forment une boucle qui hante tout adversaire subissant ce supplice. Toutes les 10 secondes, l'adversaire sera attaqué, et cela sera répété dans la peur de la victime. Sikorsky ressent de la terreur pour la première fois depuis son arrivée au Japon. N'ayant pas d'autre choix, il admet sa défaite. Un résultat similaire se rapproche très près du criminel Yanagi quand il s'est fait couper la main. Shibukawa a encore du mal à surmonter ses propres illusions. Qui a rendu son instinct si effrayé? Personne d'autre. Cette personne est la créature la plus forte sur Terre, Yujiro. Yujiro apparaît soudainement derrière Motobe alors qu'il s'apprête à achever Yanagi. La force de Yujiro est si écrasante qu'il pourrait briser l'épée de Motobe avec un seul doigt. Les prisonniers venus au Japon n'ont jamais admis la défaite, quelles que soient les circonstances. Mais devant Yanagi se trouve l'être le plus fort de la planète qui ne retient jamais ses coups dans la bataille. Shibukawa a surmonté ses hallucinations pour venir ici. Il comprend maintenant pourquoi il avait un mauvais pressentiment au sujet du combat avec Yanagi. Tout se termine lorsque Yujiro donne le coup de grâce à Yanagi. Après que Doyle soit tombé à la mer, la chance a sauvé sa vie, mais ses yeux ont été complètement aveuglés par le poison de Yanagi. Il est également retrouvé et capturé par Oliva. Cette fois, il semble que sa chance s'est tournée en affrontant ce géant. Les 5 criminels les plus dangereux ont été complètement vaincus. Baki, après avoir combattu Yanagi. Bien qu'il ait gagné, il a été touché par le poison de Yanagi. Son corps s'est beaucoup détérioré et il doit être hospitalisé pour un traitement, et son état d'esprit se dégrade de plus en plus. Kazue voit Baki comme ça et se sent très triste, mais elle ne sait pas comment l'aider. Elle éclate en sanglots face à son impuissance. Un type étrange vient et la réconforte quand il la voit pleurer dans le parc de l'hôpital. Le médecin a aussi des résultats sur l'état de santé de Baki. Le poison s'est maintenant répandu dans tout son corps. À ce stade, il ne pouvait que prier pour lui. Le type qui est venu réconforter Kazue à l'hôpital est aussi un très fort combattant. Bien qu'il n'ait pas participé à des tournois majeurs, même le champion du monde de boxe ne pouvait pas le battre. Il est même capable de battre le champion du monde de boxe avec un coup de poing à grande vitesse. L'ancien champion du monde de boxe, Mohamed Ali, connaît le nom Yujiro Hanma. Bien qu'il ait remporté le championnat au cours de sa vie, il affirme que si Yujiro avait participé au tournoi,
peut-être que la célébrité dans les journaux serait lui. Il raconte que lorsqu'il est venu pour la première fois au Japon pour affronter le champion de lutte, Higari, un jour où les membres de son groupe faisaient du jogging autour de la ville, quelque chose d'étrange s'est produit. Les personnes à l'arrière ont progressivement disparu jusqu'à ce qu'il réalise qu'il n'y avait plus personne derrière lui. Yujiro est soudainement apparu devant lui. Il a traversé de nombreux combats, mais il n'a jamais pris de posture défensive auparavant. C'était la première fois qu'il devait lever les mains pour se défendre face à Yujiro. Ses coups de poing à grande vitesse ne pouvaient même pas atteindre Yujiro. Son but en participant aux tournois mondiaux de boxe n'est pas de gagner le championnat, sa technique est plus orientée vers les arts martiaux que la boxe. Personne au monde ne pourrait le remarquer, sauf Yujiro. C'était aussi la vraie force d'Ali. Lorsqu'Ali utilisait toutes ses techniques, le vrai combat commençait. Mais les techniques qu'Ali avait créées n'étaient pas vraiment parfaites. Les matchs de boxe lui ont fait perdre sa capacité à frapper. Yujiro respectait également Ali pour cette raison. Ali a participé à la boxe uniquement pour lutter contre le racisme envers les personnes noires et il a utilisé son influence pour protéger les faibles pendant de nombreuses années. Ali a sacrifié son rêve de perfectionner son art martial pour se concentrer sur la protection des autres. Ali espérait que ses enfants perfectionneraient les techniques qu'il avait manquées. Yujiro est également venu ici et a vu l'enfant d'Ali. Le garçon a le potentiel d'hériter des pouvoirs de son père. Yujiro attendait avec impatience le match entre son fils et l'enfant d'Ali. Baki se rend au mont Ida pour rencontrer une connaissance. Cet homme est Ando Raichi. Il vit seul sur cette montagne. Ando sait que la santé de Baki est très mauvaise. Le poison se propage de plus en plus dans le corps. Avec les herbes qu'il avait, il ne pouvait que temporairement supprimer le poison. Retsu vient également chercher Baki, mais la principale raison de sa venue ici est d'éliminer le poison à l'intérieur de son corps. Soudainement, Retsu lance un coup de poing qui met Baki inconscient. Retsu veut emmener Baki en Chine dans l'espoir de pouvoir retirer le poison. Tokugawa a également arrangé les conditions les plus favorables pour eux. Lorsque Baki se réveille, il est dans un dojo où le génie Retsu a été formé. Le maître de Retsu est furieux lorsque Retsu propose de laisser Baki participer au grand tournoi Reitai. Il ne pouvait pas confier cela à un jeune homme comme Baki. De plus, le poison avait affaibli la puissance de Baki. Un petit match aura lieu pour voir si Baki est qualifié pour participer au grand tournoi Reitai. L'adversaire de Baki est Yaocho, qui est un candidat solide pour le titre de Kaiyo cette année. Yaocho se sent humilié de devoir affronter un gars mourant. Il veut rapidement finir ce match, mais son attaque n'a pas pu atteindre Baki. Les techniques d'attaque de Yaocho sont complètement bloquées contre Baki. Bien que Baki soit sous l'influence du poison, sa technique n'a pas faibli. Yaocho réalise qu'il n'est pas de taille face à Baki et admet sa défaite. La fin du match a laissé tout le monde en état de choc. Le grand tournoi Reitai est apparu il y a plusieurs milliers d'années. Le tournoi réunit des génies des arts martiaux du monde entier. Cette tradition a été préservée en Chine et le tournoi se tiendra tous les 100 ans. En plus des concurrents, il y a des invités qui sont des combattants célèbres du monde entier. Yujiro participe également à ce tournoi. En entendant le nom de son père, Baki veut immédiatement participer au tournoi. Après tout, vaincre lui est le but ultime de Baki. L'enfant d'Ali est également attiré par ce tournoi. Bien qu'il ne soit pas un invité, il veut prouver sa capacité à participer au tournoi. Très facilement, il bat l'adversaire et obtient un billet pour participer au match. Le jour du tournoi est arrivé, des combattants légendaires se rassemblent à cet événement centenaire. Après avoir entendu l'histoire de son père, Ali, qui est le fils d'Ali, vient défier Yujiro en duel. Yujiro veut également savoir à quel point les arts martiaux mixtes créés par le père d'Ali sont parfaits. Ali est l'un des rares combattants à avoir eu le courage de défier Yujiro en duel. Leur match a commencé depuis quelques secondes seulement avant que le gant de boxe d'Ali ne soit arraché par Yujiro en un clin d'œil. Bien que la technique d'Ali se soit beaucoup améliorée par rapport à celle de son père, il est encore trop tôt pour lui de faire face à la créature la plus forte sur Terre en ce moment. Mais cela n'a pas découragé Ali. Yujiro se couche soudainement sur le sol et défie Ali avec une technique étrange. C'est la technique qui a causé tant de problèmes au père d'Ali il y a 30 ans. Yujiro se demande ce qu'Ali ferait pour neutraliser cette technique. Ali jette le gant restant parce qu'il n'a aucune raison de continuer à se battre lorsque l'adversaire est tombé. Il part ensuite, ce qui met en colère Yujiro, qui frappe le sol, faisant trembler le bâtiment. Pendant ce temps, le roi de la mer Lee pratique un art martial empoisonné. Il trempe sa main dans le poison pour qu'il pénètre la peau et devienne une main empoisonnée. Son entraînement est très similaire à celui de Yanagi, qui a empoisonné Baki. Enfin, le tournoi a lieu avec la participation de 12 guerriers chinois, connus sous le nom des 12 rois de la mer. Dans ce tournoi, il y a aussi la participation de l'ancien champion du grand tournoi Reitai, âgé de 146 ans, le roi des mers, l'empereur des mers Kaku. Ensuite, voici des artistes martiaux étrangers, y compris Ali, Baki et Yujiro. Le premier match est entre Yujiro et Seeking Ryu.
qui est le maître de Ritsu. Seeking Ryu est connu comme un dieu de la guerre invaincu. Il est la fierté des arts martiaux chinois. Il propose un petit test pour voir si Yujiro est qualifié pour le combattre. 40 briques sont empilées pour voir combien Yujiro peut encaisser. Yujiro écrase simplement 40 briques et pense que le test est inutile. Ensuite, ils entrent dans leur bataille. Ryu vient de lancer une attaque quand Yujiro attrape son menton et lui demande de ne pas bouger s'il ne veut pas se blesser. Mais Ryu attrape le bras de Yujiro, ce qui le fait jeter Ryu au sol. Il jette ensuite la peau du visage de Ryu à ses disciples, les rendant extrêmement en colère. Ritsu est également extrêmement en colère et veut venger son maître. Et Yujiro a hâte aussi. Cependant, Ryu refuse de laisser les autres intervenir dans son combat et retourne sur le ring avec de graves blessures. Bien sûr, le résultat reste le même, peu importe à quel point il essaye. Ensuite, c'est le match entre Ali et Seeking Joe. À ce moment-là, Ali se prépare lorsqu'il voit accidentellement Kazue également ici. Après avoir discuté un peu, il apprend que Kazue est la petite amie de Baki, donc il veut rapidement vaincre Baki afin de conquérir Kazue. Le roi de la mer Joe possède un grand corps, mais en attaquant, il révèle la faiblesse fatale d'un homme. Il est immédiatement mis à terre après avoir subi une attaque de Ali. Ne pouvant supporter cette humiliation, il lutte pour se relever et poursuivre le match. Les attaques de Seeking Joe frustrent Ali. Le niveau d'arts martiaux des deux a été révélé trop clairement. Ali termine simplement ce match avec un coup puissant. Avec les défaites consécutives des Seekings face aux combattants étrangers, la réputation des arts martiaux chinois est ébranlée dans ce tournoi. Le troisième match est entre Seeking Lee et Baki. Seeking Lee est le meilleur utilisateur de mains empoisonnées de toute la Chine. Cette bataille donnera soit à Baki l'espoir de survie, soit mettra fin à sa vie. Ce dernier pari est trop risqué pour que Kazue l'accepte et elle frappe Ritsu de colère. Mais maintenant, personne ne peut empêcher Baki d'entrer dans le ring. Lorsque Baki monte sur la scène, tout le monde est surpris de voir le corps émacié de Baki. Le match commence et le roi de la mer se défend délibérément avec sa main empoisonnée pour transférer le poison dans le corps de Baki. Baki réalise qu'il a été empoisonné, ce qui fait enfler ses pieds. Il aspire le sang empoisonné avec sa bouche et continue le match. Seeking Lee attrape la main de Baki et attaque frénétiquement Baki, rendant impossible pour Baki de réagir à temps. À ce moment-là, le poison dans la main de Seeking Lee est entièrement absorbé dans le corps de Baki. Quand Baki se précipite pour attaquer Lee, il s'effondre et vomit beaucoup de sang. Kazue marche devant Baki et pleure pour son petit ami. Les larmes de Kazue ramènent Baki à la raison et il se lève pour continuer le combat. Le Seeking Lee se précipite pour attaquer Baki, mais Baki a encore assez de force pour esquiver son attaque. Ritsu se dirige vers Kazue et dit avec excitation que le poison de Baki a été neutralisé. Yujiro rit et dit que Seeking Lee a accidentellement éliminé le poison de Baki. En 1540, la dynastie Ming de Chine a transmis la technique de la main empoisonnée Jachin au Japon. Les 7 rouleaux étaient complets, couvrant la production de poison et les méthodes d'entraînement de la main empoisonnée. Le Japon pensait qu'il y avait 7 rouleaux de main empoisonnés, mais il y en avait en fait 5 autres en existence. La main côté yin pour les 7 premiers, la main côté yang pour les 5 derniers. Le jeu complet comporte 12 rouleaux, couvrant à la fois le yin et le yang. Auparavant, Baki avait été touché par le poison yin de Yanagi. Maintenant, il est touché par le poison yang du roi de la mer Li. Ces deux poisons, lorsqu'ils se rencontrent, s'annulent mutuellement à travers des réactions complexes. Baki se sent maintenant plus léger que jamais et il bloque l'attaque du roi de la mer Li à sa grande surprise. Le roi des mers Li se précipite frénétiquement pour attaquer Baki, mais est frappé par Baki et son doigt se casse. Le match se termine rapidement avec un coup de poing qui ne touche pas la cible, mais peut créer une pression terrible qui fait paniquer tout le monde. Baki est le gagnant de ce combat. Ensuite, Ritsu prépare un repas extrêmement copieux pour aider Baki à récupérer. Cependant, cela ne suffit pas à compenser les dommages corporels de Baki pendant qu'il était empoisonné. Ritsu prépare spécialement pour Baki 10 litres d'eau sucrée pure et demande à Baki de tout boire. Après plusieurs jours de lutte contre les toxines, le corps de Baki atteint continuellement sa limite et le foie de Baki a presque épuisé son sucre stocké. Baki doit reconstituer les minéraux nécessaires que son corps a perdus. Le corps de Baki commence à émettre de la vapeur et récupère progressivement. Le prochain match est entre l'empereur des mers Kaku et le roi des mers Samhain. Les deux ont une différence d'âge de 121 ans. Seeking Samhain, âgé de 25 ans, pratique la boxe depuis l'âge d'11 ans. Depuis lors, il a toujours gagné dans les grandes arènes d'arts martiaux et a porté le titre de Seeking. Samhain ouvre le match avec un coup de pied, mais ne touche que les lunettes de Kaku, tandis que Kaku se déplace derrière lui et lui tape l'œuf, le faisant tomber au sol et s'évanouir. Le match du champion ne dure que quelques minutes. Les gens se demandaient si Kaku rencontrerait un adversaire digne et comment le match se déroulerait. Après la défaite humiliante de Samhain dans le ring, il est extrêmement en colère. De plus, Yujiro apparaît et
et se moque de son échec, le rendant encore plus furieux. Il veut donner une leçon à Yujiro, mais il n'est pas conscient qu'il fait face à la créature la plus forte sur Terre. Pendant ce temps, Baki est en train de guérir, ce qui fait que son corps émet de la vapeur. Le prochain match oppose le roi de la mer Dorian au roi de la mer Yo. Bien que Dorian soit maintenant un criminel, il était autrefois un roi des mers très puissant, alors il a été invité à ce tournoi. Cependant, il est devenu fou après avoir été vaincu par Retsu. Pendant le match, Dorian reste immobile, encaisse les attaques les plus fortes de son adversaire et tombe au sol. Le match se termine en quelques minutes et Oliva sort Dorian du ring. Le roi des mers Yo pense que Dorian cache sa force et veut se battre à nouveau, mais Oliva attrape le bras de Yo, ne lui laissant aucune échappatoire. Alors le roi de la mer Yo veut se battre contre Oliva au lieu de Dorian. C'est exactement ce qu'Oliva veut. Le prochain match est un match en marge entre Oliva et Yo. Le roi de la mer Yo est convaincu que son corps est aussi dur que l'acier parce qu'il a été entraîné à endurer au-delà des limites humaines. Le roi de la mer Yo a laissé Oliva frapper le premier pour prouver ce qu'il a dit. C'était aussi son erreur de sous-estimer ce géant. Quand Yo se rend compte que quelque chose ne va pas, il est déjà trop tard. Oliva écrase délicatement le corps de Yo avec un seul bras, choquant tout le monde. Le prochain match est entre Jakku et Jin. Le match est assez simple, avec l'avantage en faveur de Seeking Jin. Ces techniques mettent constamment la pression sur l'adversaire. Soudain, Jakku invite Jin chez lui pour enseigner à ses élèves. Jin ne comprend pas ce qui se passe quand soudain Jakku lui bloque le bras. Il termine alors le match en déboîtant l'épaule de Jin. Le prochain match est entre Seeking Sun et Seeking Retsu. Il semble que les perdants de ce match sont toujours très confiants avant que le match ne commence. Le roi de la mer Sun se vante que ses doigts peuvent tout casser. Immédiatement, Retsu n'hésite pas à comparer la force de sa poigne avec celle du roi de la mer Sun. Cependant, Sun ne pouvait pas supporter la poigne de Retsu, ce qui l'a amené à tomber à genoux, et Retsu termine doucement le match. Après le match, Retsu se rend chez le Sea Emperor Kaku pour discuter de la façon dont le titre de Sea King décline au fil des années dans l'histoire des arts martiaux chinois. Kaku a coupé les mains des anciens de l'organisation pour les punir d'avoir osé commercer avec le titre de Sea King. Kaku appelle son fils, Shunsei, et son ami, Ron. Kaku décide de changer les règles du tournoi. Le tournoi sera divisé en deux groupes. Le groupe représentant les artistes martiaux étrangers affrontera le groupe représentant les artistes martiaux chinois. Retsu informe alors le groupe de Baki que les règles du tournoi ont changé. Après une discussion, Yujiro et les autres ont immédiatement accepté. Ainsi, dans le tournoi entre les rois des mers, cela devient un combat entre 5 combattants chinois et 5 combattants étrangers. Bien que les combattants étrangers aient toujours eu des préjugés les uns envers les autres, aujourd'hui les 5 combattants sont unis dans leur désir de vaincre complètement les combattants chinois. Oliva va combattre en premier et son adversaire est Ron, qui a participé à d'innombrables tournois clandestins à Taïwan et est invaincu depuis 25 ans. Les deux commencent à prendre des positions de combat. Oliver se précipite pour donner un coup de poing d'en haut, mais Ron bloque son attaque avec un seul bras, tandis que sa main droite reste dans sa poche. En un clin d'œil, il peut déchirer les muscles d'Oliver. L'attitude de Ron avec la main dans la poche semble très négligente, mais c'est étrangement utile quand elle est utilisée par Ron. Yujiro réalise que Ron utilise une technique appelée l'ai. Garder les mains baissées semble être un handicap à première vue, mais cela atteint la même vitesse que lorsqu'une épée est dégainée. Oliva ne peut pas attaquer Ron s'il garde les mains dans ses poches. Alors Oliva met aussi ses mains dans sa culotte pour se moquer de la posture de Ron. Ron est tombé dans un piège et s'est précipité pour attaquer Oliva sans se rendre compte que la capacité d'Oliva à résister aux attaques est terrible. Oliva lève lentement les mains et met toute sa force dans l'attaque pendant que Ron est absorbé par son attaque. Après avoir été frappé par le coup d'Oliva, Ron devient plus prudent face aux mots provocateurs d'Oliva. Ses attaques visent les points faibles du corps d'Oliva pour causer autant de dégâts que possible. Cependant, tous les efforts de Ron sont inutiles lorsqu'Oliva saisit sa tête et attaque avec un coup de tête. Les mains de Ron, qui pouvaient même couper le fer, n'étaient plus efficaces lorsque Oliva contractait complètement ses abdominaux. Les doigts de Ron sont tous brisés en essayant de pénétrer ce muscle. Cependant, il attaque toujours Oliva avec ses mains brisées. Oliva termine ce match avec un coup de tête et quitte l'arène. La première victoire a appartenu aux combattants étrangers. L'empereur de la mer est en colère et a l'intention de combattre les 4 matchs restants par lui-même. Mais Shunsei lui dit de ne pas prendre tout le plaisir. Le prochain match est entre Shunsei et Baki. Les deux sont enfants de personnes qui ont été appelés les plus grands artistes martiaux de tous les temps. Qui va gagner ce match ? Cependant, les choses ne se passent pas comme tout le monde s'y attendait. Baki donne un coup qui fait trembler le système nerveux de Shunsei. Le match se termine alors que le public n'en revenait pas de la scène sous ses yeux. Le prochain match oppose Jakku et le roi de la mer Retsu. Lorsque le match commence,
Jaku veut serrer la main de Retsu, mais quand Retsu lui serre la main, il attaque immédiatement Retsu, mais Retsu tient sa main si fermement qu'il ne peut pas bouger et est projeté au loin. Le public réprimande Jaku pour son style de combat déloyal, mais Jaku s'en fiche et demande à serrer à nouveau la main de Retsu. Cette fois, Jaku veut faire craquer l'articulation de l'épaule de Retsu, mais les muscles du dos de Retsu sont suffisamment forts pour jeter Jaku au sol. Jaku sourit et veut serrer la main de Retsu pour la 3e fois. Retsu accepte encore, mais cette fois, Retsu frappe Jaku à plusieurs reprises dans l'estomac. Même ainsi, Jaku renverse calmement Retsu et lui casse le bras. Le public est agacé par le coup bas de Jaku et se précipite dans le ring. Mais Retsu crie fort et dit que c'est le ring, pas un endroit où vous pouvez entrer. Puis il leur demande de sortir du ring. Bien qu'il ait un bras cassé, Retsu ne s'inquiète pas. Au contraire, son attaque est encore plus forte, rendant Jaku incapable de contre-attaquer. N'ayant pas d'autre choix, Jaku continue d'utiliser son astuce pour casser la cheville de Retsu. Cependant, Retsu parvient toujours à attraper la barbe de Jaku avec ses pattes et à le mettre au sol. Jaku se relève et dit que son art martial n'est pas fait pour blesser les gens. Il dit que le bras de Retsu était seulement déboîté, pas cassé. Il veut réparer l'articulation du bras de Retsu. En entendant cela, le public arrête Retsu car il pense que Jaku le trompe. Mais Retsu tend quand même la main à Jaku pour réaligner son articulation. Il pousse Retsu vers le haut et tourne autour, réparant avec succès l'articulation du bras de Retsu. Pour montrer du respect à son adversaire, Retsu déploie toutes ses techniques. Il a tout donné pour gagner. La puissance destructrice de Retsu est trop grande pour que Jaku puisse résister. Jaku prend soudainement une posture défensive étrange. Quand il voit que Retsu n'attaque plus, il se lève et dit qu'il gagne. En voyant le Retsu en colère se précipiter vers lui, Jaku saute en arrière pour donner un coup de tête à Retsu au visage. Retsu se précipite pour attaquer, mais Jaku continue de prendre cette position défensive. Les points faibles du corps de Jaku étaient cachés comme une solide carapace de tortue. N'ayant pas d'autre choix, Retsu continue d'insister. La colonne vertébrale de Jaku, le faisant se lever. Maintenant, Jaku ne pouvait pas esquiver le coup de poing de Retsu. Même s'il perd conscience, ses mains agrippent encore le poing de Retsu. Dans ce match, Retsu a gagné et il a montré du respect à Jaku en l'amenant à l'intérieur. Ensuite, c'est le match entre Ali et le roi de la mer Han. Dès le début du match, Ali déchire le visage de Han avec un coup de poing. De plus, les coups de pied de Han ne peuvent pas atteindre la cible, car Ali a la capacité d'esquiver les attaques très facilement grâce aux techniques de boxe. Ali termine rapidement le match en lançant une série de coups de poing qui font perdre connaissance à l'adversaire. Sur 5 combats, les combattants chinois ont perdu 3. Tout cela signifie que les arts martiaux chinois sont sérieusement en déclin. Cependant, Yujiro déclare que si l'empereur des mers Kaku parvient à le vaincre lors du dernier match, toutes les victoires précédentes seront annulées et les combattants chinois seront ceux qui remporteront le tournoi. En plus de 100 ans d'entraînement aux arts martiaux, Kakyu a perdu beaucoup de choses pour atteindre la force qu'il a aujourd'hui. Il a perdu sa famille, ses amis et sa jeunesse pour se consacrer aux arts martiaux. Ce qu'il recherchait, c'était la force. Auparavant, Kaku était également un artiste martial avec un corps musclé. Il a vaincu tous ses adversaires grâce à sa force et sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il ait un match avec un vieil artiste martial et soit battu. Il a perdu sa foi en la force et a jeté tout son matériel d'entraînement. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la pratique de l'entraînement de l'instinct humain pur, connu sous le nom de logique. À ce moment, Yujiro réalise que c'est un match entre logique et force. Il soulève le fauteuil roulant de Kakyu pour commencer le match. Yujiro donne immédiatement un puissant coup de poing à Kaku, mais Kaku annule la puissance du poing de Yujiro sans difficulté. Il est étrange que le puissant coup de pied de Yujiro n'ait pas pu non plus blesser Kaku. Yujiro se rend compte que Kaku utilise Shaori, qui est une technique nécessitant que les utilisateurs détendent leur corps pour neutraliser la force de leur adversaire. Kaku continue à s'approcher de Yujiro avec confiance, mais cette fois, avant que Yujiro n'attaque, il tire une mèche de cheveux de Kaku, ce qui fait que Kaku tend inconsciemment son corps et ne peut pas utiliser le Shaori. Kaku se relève, s'approche à nouveau de Yujiro et lance un coup de poing à une vitesse plutôt lente. Mais soudain, Yujiro est effrayé par ce coup de poing et l'esquive. C'était la première fois que tout le monde voyait Yujiro montrer de l'inquiétude. Kaku continue de foncer vers Yujiro, mais il esquive et le coup de poing de Kaku brise le mur. Quand le corps de Kaku se détend puis se raidit soudainement, cela crée une énorme puissance. Un coup de poing de Kaku pourrait envoyer quelqu'un d'aussi grand que Yujiro voler au loin. Soudain, Yujiro rit et dit « Tu as vécu beaucoup trop longtemps, vieux schnock ». Kaku lance la roue au visage de Yujiro, mais Yujiro utilise parfaitement le Shaori. Yujiro voulait juste montrer à Kaku que c'est une technique simple que tout le monde peut faire. Il va montrer à Kaku que la force est la seule chose qui peut vaincre n'importe quel adversaire. Il met toute sa puissance dans ses muscles et frappe le sol, faisant trembler l'arène. Le match entre les deux devient progressivement plus intense que jamais. Les deux échangent des coups avec acharnement. Ils veulent tester qui atteindra sa limite en premier. Le Shaori de Kaku ne parvient pas à neutraliser complètement la force de Yujiro.
Il encaisse constamment les coups de poing de Yujiro. Pour la première fois, Yujiro affronte un adversaire digne de lui pour montrer toute sa force. Il dévoile sa masse musculaire devant tout le monde. Ses muscles sont tellement denses qu'ils forment un visage démoniaque. Leur combat est vraiment intense maintenant. La chose spéciale est que Yujiro reste immobile et laisse Kaku l'attaquer constamment. Il donne à son adversaire une chance de le renverser avant de porter le coup de grâce. Yujiro lance ensuite un coup de poing puissant pour finir l'adversaire, mais soudainement, Kaku meurt de vieillesse avant que le poing de Yujiro ne l'atteigne. Yujiro est extrêmement en colère à cause de cela et quitte l'arène. Mais ce n'était qu'une technique que Kaku a utilisée pour tromper Yujiro. Il l'a fait pour obtenir un match nul et défendre l'honneur des arts martiaux chinois. Il ne pouvait pas laisser tout le monde tomber s'il voyait l'homme le plus fort de Chine vaincu. Bien que Yujiro savait déjà que Kaku avait simulé sa propre mort pour le tromper, pour lui c'était suffisant pour prouver sa force. Yujiro mérite amplement le titre d'empereur de la mer dans ce tournoi. Donc le grand tournoi Ritai est terminé. Baki a également complètement récupéré sa santé. Pendant qu'il s'entraîne, Ali arrive et le défie, mais Baki refuse le défi d'Ali car il ne combat pas pour devenir le plus fort artiste martial, mais pour se venger de Yujiro. Le lendemain matin, Ali a pris rendez-vous pour rencontrer Kazue dans un café. Il raconte comment il a défié Baki. Mais le plus important, c'est qu'il lui propose, même s'il sait qu'elle est amoureuse de Baki. Kazue ne pouvait que rester silencieuse et timide dans cette situation. Ali va alors voir Shibukawa pour le défier dans un combat. Ali veut voir à quel point la personne qui a été vaincue par Baki était puissante. La technique du jutsu de Shibukawa peut affronter des adversaires dont la physionomie dépasse la sienne, mais cela ne représente pas toute la force de ce jeune boxeur. Ali met Shibukawa au sol aussi gentiment que possible. Malgré le fait qu'il soit un adversaire, Ali a beaucoup de respect pour Shibukawa car il peut encore se battre à cet âge. Kazue revient et dit à Baki qu'Ali l'a demandé en mariage. Bien que Baki se sente assez agacé, il parvient à rester calme car il respecte le choix de Kazue. Ali invite également Orochi dans un endroit désert pour le défier. Orochi est surpris par la vitesse incroyable des coups de poing d'Ali. Bien qu'Orochi ait combattu de nombreux boxeurs, il n'avait jamais vu quelqu'un capable de faire cela. Tous ses efforts pour résister sont vains face au pouvoir écrasant d'Ali. Cependant, Orochi est également connu comme le dieu de la guerre, donc il n'est pas facilement vaincu. Ali face à Orochi a la même hésitation que lorsque deux épéistes se confrontent. Une petite erreur peut coûter la vie à l'un d'eux. Orochi déclenche une technique de karaté unique, mais Ali parvient à l'esquiver à très courte distance. Ali contre-attaque et met Orochi à terre lorsqu'il ne parvient pas à se défendre. Cette fois, Ali va à l'endroit où Baki et Kazue ont un rendez-vous pour défier Baki. Non seulement cela, mais il rend public qu'il flirte avec Kazue. Bien que Baki soit provoqué par Ali, il reste calme. Cela rend Kazue triste. Le prochain adversaire qu'Ali a défié était Jack. Le match s'ouvre avec les coups puissants d'Ali. Bien qu'il frappe beaucoup Jack, lorsqu'il reçoit un coup de Jack, le match revient immédiatement à l'équilibre. Avec sa grande forme physique, sa vitesse impressionnante et son endurance étonnante, Jack lance Ali comme un jouet. C'est aussi le premier adversaire qui peut causer beaucoup de soucis à Ali. Bien qu'Ali soit épuisé, il est déterminé à continuer de se battre pour trouver la faiblesse de Jack. C'est aussi l'occasion pour Jack de commencer sa torture. La langue d'Ali est presque coupée lorsqu'il reçoit un coup direct de Jack. Le lendemain matin, malgré sa blessure, Ali essaie toujours de flirter avec Kazue. Lors d'un rendez-vous avec Kazue, Shibukawa vient le défier pour un combat. Il se déplace vers un endroit désert et commence le combat. Les blessures d'Ali l'empêchent d'être à son meilleur niveau. Le combat n'est pas aussi facile qu'avant. Son doigt a été cassé par Shibukawa. Même s'il essaie de contre-attaquer, il ne peut pas surmonter la technique de jutsu de Shibukawa. Ali ne pouvait rien faire d'autre et a laissé Shibukawa le lancer jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Cependant, après s'être réveillé, il n'oublie pas de flirter avec Kazue. En sortant avec Kazue, Orochi vient le défier en duel. Bien qu'il soit gravement blessé, Ali accepte le défi d'Orochi. Sa main continue d'avoir plus de blessures après les attaques d'Orochi. Orochi vise toujours les points faibles de l'adversaire, causant beaucoup de problèmes à Ali. Ali ignore ses blessures et se précipite pour attaquer Orochi, mais ne fait que subir plus de blessures. Parce qu'Ali se sent extrêmement contrarié, il éclate en sanglots de désespoir. Après de nombreux matchs, Ali est temporairement incapable de bouger à cause de blessures graves. Bien qu'il soit rentré chez lui, il doit encore affronter un autre défi de la part de son père. Le père a organisé un match contre son propre fils. Pour se préparer à ce match, il s'est entraîné très dur. Bien qu'il sache qu'Ali est dans un très mauvais état, il n'accepte pas le refus d'Ali. Gêné par les provocations de son père, Ali tombe dans le piège et accepte le défi. Les résultats ne sont pas inattendus.
Tous les efforts étaient vains contre les attaques de son père. Il s'avère que le père d'Ali avait organisé des combats pour Ali plus tôt parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas battre Ali à son meilleur. C'est pourquoi il a demandé à d'autres artistes martiaux de l'affaiblir à travers des combats. La chose la plus importante ici est que le père d'Ali veut faire comprendre à Ali que le but d'un artiste martial est de ne jamais abandonner pour devenir plus fort. Tokugawa est également invité ici par le père d'Ali pour discuter de l'organisation d'un match entre Baki et Ali. Après avoir appris que le match aurait lieu bientôt, Ali reprend l'entraînement malgré les blessures dont souffre son corps. Entendre son père mentionner Baki fait bouillir le sang d'Ali. Les blessures d'Ali ont soudainement guéri rapidement. Peut-être que le désir de vaincre Baki l'aide à créer des miracles. Tout le monde attend avec impatience le match à venir. Ils veulent savoir si Ali peut vaincre le fils de la créature la plus forte sur Terre. Le jour du match est enfin arrivé. Ali est très inquiet par rapport au match précédent, mais ce sont aussi des sentiments que la plupart des combattants ressentiront en affrontant Baki. L'atmosphère dans les tribunes rend Ali assez nerveux. Soudain, Yujiro apparaît et avertit Ali que la personne qu'il s'apprête à affronter peut répandre l'obsession sur n'importe quel adversaire sans pitié. Contrastant avec l'expression inquiète d'Ali, l'expression de Baki est très calme. Baki esquive le coup de poing à grande vitesse d'Ali et répond avec un coup puissant qui fait perdre connaissance à Ali pendant plusieurs minutes. Quand Ali se réveille, il s'éloigne immédiatement de Baki. Baki a facilement mis Ali à terre encore une fois avec sa force écrasante. Les gens ne pouvaient pas croire que le match tant attendu avait une fin si rapide. La prise de Baki décidera de l'issue de ce match. Soudain, le père d'Ali intervient dans leur match. S'il ne l'avait pas fait, Ali serait vraiment mort. Les choses deviennent plus dramatiques lorsque Baki défie Yujiro à un combat devant tout le monde. Le moment est venu pour la créature la plus forte sur Terre de reconnaître que la force de Baki est suffisante pour le défier. Ali a beaucoup pleuré lors de cette défaite. Bien qu'il ait essayé fort, il était vrai qu'Ali ne pouvait pas vaincre Baki. La nouvelle que Baki va combattre Yujiro est parvenue aux oreilles de tous les combattants. Pouvoir combattre la créature la plus forte de la Terre est considéré comme un grand honneur pour tout combattant. Mais contrairement aux objectifs des autres combattants, Baki veut se venger de Yujiro, alors il s'est entraîné dur pour attendre ce jour. Cependant, l'histoire des condamnés à mort n'est pas encore finie. Yanagi s'est de nouveau échappé de prison après avoir été placé en isolement. Le seul survivant sur les lieux a raconté tout l'incident qui s'est produit à ce moment-là. Avec seulement ses mains nues, Yanagi a causé la mort des gardiens. Après être devenu fou, Dorian est retenu dans un temple. Pendant ce temps, il s'est concentré sur le dessin d'images de bonbons, mais sa position pendant qu'il dessinait est particulièrement étrange. Il a toujours maintenu une posture debout tout au long du processus de peinture. Après être devenu aveugle, Doyle a détruit son audition. Après avoir perdu la vue et l'ouïe, il a découvert une nouvelle force. Il s'entraîne avec des chauves-souris dans le noir pour devenir de plus en plus habile à cette technique. Sikorsky est également devenu très étrange. Un jour, l'officier a soudainement fait tomber une pièce dans sa chambre. Sikorsky a rendu à l'officier une pièce qui était ronde comme une bille. Non seulement cela, il dormait toujours en s'accrochant au mur comme Spider-Man. La même chose étrange se passe avec Speck. Bien que ses muscles aient été affaiblis, soudainement son corps s'est étrangement restauré. Dans une interview, des journalistes interviewent Monsieur Salmon, le seul survivant du massacre géant de mammouths qui a choqué le monde. Salmon dit que la bête n'était pas un mammouth ordinaire et que pour sa taille, il n'y avait pas d'autre espèce qui pouvait se mesurer au mammouth. Si cela reste comme ça, après 2 ans, 90% de la réserve se transformera en désert. Les herbivores ainsi que les carnivores pourraient également disparaître. Mais en concluant ces mots, il dit que l'armée n'a pas dépensé de balles pour tuer ce mammouth, mais qu'un homme est apparu et a vaincu le mammouth. Il a vaincu ce monstre sans aucune arme. Les journalistes ont immédiatement réfuté sa déclaration et ont pensé qu'il inventait une histoire. En entendant cela, Salmon s'éloigne sans dire un mot de plus à ses journalistes. Quand il rentre chez lui, son seul réconfort est son fils. Le garçon croit toujours que l'histoire de son père est entièrement vraie. Il raconte à son fils tout ce qu'il a vu sur ce que l'homme a fait pour vaincre le mammouth géant. Pendant ce temps, le fils de l'homme attrapait une menthe pour s'entraîner. Ce matin-là, un garçon, à cause du défi de son ami, entre seul au lycée pour défier le plus fort de cette école. Le garçon effrayé entre et quand il voit les 3 intimidateurs, il grimace, sort un couteau de sa poche et demande un combat avec le trio, les faisant rire de manière moqueuse. Maintenant, le garçon fait la grimace, demandant à rencontrer le plus fort de cette école, donc le trio devient sérieux. Après avoir quitté l'école, le garçon est immédiatement interrogé par ses harceleurs s'il a terminé. Le garçon dit que le trio lui a demandé de rencontrer l'homme le plus fort au fleuve Tama ce soir. S'il ne tient pas sa promesse, ils vont avoir un gros problème.
Alors les garçons vont à la rivière Tama. Le soir, l'homme le plus fort est apparu et c'était Baki. Baki s'approche progressivement. Le garçon sort aussi le couteau, mais sous la pression écrasante de Baki, le garçon pensait même que Baki était plus petit qu'il ne l'imaginait. Mais quand Baki enlève son vêtement extérieur pour révéler ses muscles durs, il surprend le garçon. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que Baki est si sérieux dans ce match que le garçon réalise qu'il a devant lui un monument de bataille. Pas un lycéen ordinaire. Baki disparaît soudainement, se déplace du côté du garçon et lui tape sur les fesses, le faisant tomber dans la rivière. C'était le premier choc du garçon, et cela a détruit son rêve de devenir un délinquant. Mais après avoir donné une tape sur les fesses du garçon, Baki lui serre la main et dit qu'à partir de maintenant, nous serons amis. Il dit au garçon qu'il n'a pas besoin d'avoir peur des harceleurs parce qu'il a déjà un ami qui est le plus fort du monde. À ce moment-là, le capitaine Stridom arrive à Baki pour parler de la façon dont son père a tué ce mammouth. Cela signifie que le père de Baki envoie un défi à son propre fils. Baki dit que ce n'est qu'une querelle normale entre père et fils, mais le capitaine Stridom dit que le combat entre les deux est lié à la guerre entre les deux pays. Ensuite, le capitaine Stridom part en colère. Ce soir-là, le garçon demande à Baki qui il va chercher pour s'entraîner, car il combattra l'homme le plus fort du monde. Baki dit qu'il va créer lui-même un adversaire aléatoire pour l'entraînement. Puis il commence à s'entraîner à la technique du shadowboxing, qui est la technique de base des pratiquants de boxe, mais Baki la porte à un autre niveau. Il crée sa propre poupée de shadowboxing. Devant Baki, il semble qu'il y ait un adversaire qui se bat contre lui. Le garçon sent que la poupée devant Baki est Iron Man Michael, qui était le champion du monde poids lourd de boxe. À cet instant, Baki se bat comme un vrai combattant, et il est mis KO et son nez saigne. Puis, Baki va doucement donner un coup de pied au cou de Michael pour terminer le combat, laissant les autres enfants stupéfaits et se demandant pourquoi il se fait égratigner en pratiquant la boxe fantôme. Baki dit au garçon d'imaginer des abricots acides dans ses mains, ce qui fait couler leur salive d'excitation. C'est la façon de stimuler le cerveau pour faire bouger les choses. Ensuite, le garçon Zumi va chez Baki. Sur le chemin du retour, Zumi voit des dessins et des inscriptions insultant Baki. Ce sont ceux qui n'ont pas pu le vaincre, alors ils ont exprimé leur colère avec cette astuce. Au bout de cette rue se trouve la maison de Baki. Après être rentré chez lui, Baki commence à s'étirer pour se préparer à l'entraînement du soir et dit que son adversaire digne de ce soir est dans ce sous-sol. Après que les deux soient descendus au sous-sol, Baki a dit que l'adversaire qui pourrait être plus fort que l'ours, le tigre, le lion et même ce mammouth est devant lui. Juste au moment où il a fini de parler, Baki est projeté contre le mur et Zumi réalise que l'adversaire de Baki, cette fois, est la menthe dans la boîte en verre. Baki pense que les insectes sont ceux qui se spécialisent dans le combat en solo. En termes de force par rapport à la réalité, la force d'un coléoptère est comparable à Zumi devant porter une personne de 200 kg de la maison à l'école. La puissance de saut des puces est comme une personne sautant par-dessus 10 étages. Pendant ce temps, la menthe est un guerrier expert en combat et une créature de premier ordre. Baki veut utiliser son cœur et son cerveau pour imaginer une menthe religieuse de 100 kg. Le combat commence et Baki fonce droit devant mais est repoussé, ce qui le surprend. La menthe religieuse devant lui grandit lentement et les deux côtés commencent à se battre. Mais maintenant, Baki est saisi par la menthe religieuse et ne peut pas bouger. Il est projeté contre le mur. À ce moment-là, Zumi voit les mouvements de boxe fantaisistes de l'ombre de Baki et progressivement, il voit l'adversaire de Baki apparaître devant ses yeux. C'est une menthe pesant 100 kg, bien que le père de Baki ait vaincu un mammouth géant, si c'était de la taille d'un insecte, sa force de combat ne serait que celle d'une chenille, tandis que la menthe devant lui est un combattant aguerri. Baki saute pour attraper le cou de la menthe, mais de manière inattendue, elle ramène ses griffes en arrière et tire Baki en avant. Baki lui donne un coup de pied au visage pour s'échapper, puis se précipite pour attaquer la menthe. Mais lorsqu'il sert pour casser ses griffes, elle le jette en avant, lui faisant se cogner la tête contre la table. Même ainsi, il continue de se battre. Après avoir analysé ses mouvements un par un, il voit un point faible sous le cou de la menthe religieuse. Il était une fois un moine qui faisait une grève de la faim quand il a assisté à une scène où un moineau combattait une menthe religieuse. Mais étonnamment, ce petit insecte a vaincu un oiseau beaucoup plus grand. Depuis lors, il a suivi les mouvements de la menthe religieuse et a créé un nouvel art martial appelé Torokan. Baki utilise le Torokan pour combattre la menthe. Baki se transforme de deux espèces différentes en deux espèces qui combattent dans un style unique. Les deux poursuivent ensuite leur match et à la fin, Baki prend l'avantage et ses attaques sont extrêmement précises. Il saute en l'air, frappe la menthe religieuse à la tête,
puis lui casse le cou. Baki profite du combat, et ensuite le gagnant écrasant est Baki. La menthe qu'il imaginait était toujours là, toujours petite. Dans un hôtel sauvage, sous une cascade, le capitaine Stridom y va pour trouver Yujiro Hanma, le père de Baki. Yujiro nage en amont à 20 km/h, et il nage là depuis des heures. Il émerge comme un poisson volant avec un corps solide. Ensuite, les deux entrent dans une pièce privée pour parler de la manière dont Baki a vaincu la menthe imaginaire de 100 kg, qui était le défi de Baki pour Yujiro. Yujiro a entendu cela, il rit fort et sévèrement, disant que de telles batailles imaginaires ne peuvent pas être comparées à de vraies batailles. Aujourd'hui, c'est le jour où le président américain est escorté vers le défilé quand soudain les caméras s'éteignent. Lorsqu'elles se rallument, tout le monde découvre soudainement que le président a été kidnappé. Selon la caméra de tableau de bord, le kidnappeur était asiatique et a emmené le président à l'intérieur d'un restaurant. La personne qui a kidnappé le président est Baki. Baki kidnappe intentionnellement le président pour lui demander une chose, l'envoyer dans la prison d'État de l'Arizona aux États-Unis, car il sait que Biscuit Oliva, connu comme le monstre musclé, y est détenu. Si le président refuse, Baki tuera immédiatement le président ici même, provoquant la panique du président qui accepte alors la condition. Le président appelle ensuite les gardes du corps à l'extérieur pour gérer la situation. Très vite, Baki est apparu au tribunal et est condamné à être détenu à la prison d'État de l'Arizona, qui a la plus haute densité de gardiens aux États-Unis. Les prisonniers détenus ici ont tous de forts muscles. Après avoir passé tous les contrôles, Baki est amené chez le directeur de la prison pour discuter. On le conduit dans la chambre d'Oliva. Étonnamment, dans la prison, il y a une pièce extrêmement somptueuse remplie de vins précieux appartenant à Oliva. Oliva profite de sa vie ici. Pendant qu'il parle, Baki est impatient d'attaquer Oliva, mais Oliva s'en fiche, ce qui surprend Baki. Oliva dit qu'il laissera Baki être dans la même pièce que le deuxième prisonnier le plus fort. Baki est ramené à sa cellule lorsque soudain il est enfermé avec Iron Man Michael. Vous pensiez qu'il était le deuxième plus fort, mais non, il n'était même pas dans le top 10. Un homme de plus de 2 mètres de haut dormant dans un lit voisin surprend Baki. Baki pense qu'il est Monsieur Deuxième. Mais le lendemain matin, Baki est encore plus surpris lorsque Monsieur le second dort dans le placard à balai. Il s'appelle Jun et dit qu'un guerrier ne peut s'allonger que lorsqu'il est mort. Mais Baki est aussi très confiant et veut le battre pour devenir le numéro 2 de cette prison. À ce moment-là, le directeur vient crier à tous les prisonniers de sortir et de se rassembler. Il a donné des ordres en se promenant pour montrer sa majesté dans sa prison. Prisonnier, mais seul Jun est libre de se déplacer. Non seulement cela, mais il prend aussi délicatement une cigarette du gardien, surprenant Baki. Même ceux qui lui parlaient étaient battus par les gardiens de prison, mais Jun est très libre en prison. Au moment de manger, il a seul un repas spécial. Non seulement cela, mais il a également marché tranquillement pour demander des informations sur le nouveau pistolet du gardien, le faisant paniquer. Mais le pouvoir va aussi de pair avec l'envie. Un homme corpulent est assis devant Jun et le défie de se battre. Il avait battu un gang dans la rue et en sumo, il n'a jamais perdu de combat du Japon aux États-Unis. Cette fois, il casse sa cuillère en deux pour montrer sa force, mais Monsieur Deuxième secoue aussi la cuillère, la déformant, ce qui rend l'homme furieux, et il renverse la table sur Jun. Les gardes tiennent des armes pour maîtriser l'homme lorsque Jun prend l'arme d'un des gardes pour la donner à l'homme et le défie de lui tirer dans la tête. Juste au moment où l'homme s'apprête à appuyer sur la détente, il lui donne un coup de pied dans l'entrejambe, lui causant une douleur intense. L'homme n'est pas satisfait du style de combat de Jun, donc Jun accepte le défi de l'homme pour un match de sumo. Ils vont au gymnase pour commencer le match. Les 3 gardes sont également là pour regarder et intervenir en cas de problème. Jun se précipite pour attraper l'homme afin qu'il ne puisse pas le soulever. En ce moment, il frappe l'oreille de l'homme, lui causant de graves dégâts. Ensuite, il utilise les cheveux pour attaquer l'oreille de l'homme, perturbant son équilibre. L'homme tombe immédiatement. Il veut se lever pour continuer à se battre, mais dans ce match, il a perdu. Jun fume une cigarette et s'en va pendant que l'homme est exécuté par le garde. Jun vient de quitter la pièce quand il voit Baki l'attendre. Pendant que les deux parlent, le garde arrive pour forcer Baki à bouger, mais Baki attrape la tige de fer du garde et la déforme de la même manière que Jun a fait avec la cuillère. Cela signifie que Baki lance un défi à Monsieur Second. Il est ensuite enfermé avec ses doigts et mis dans une chambre privée. Cette nuit-là, le vieil homme lui apporte secrètement du pain et de la soupe. Il raconte à Baki l'histoire de Jun. Il se trouve que Jun était le président d'une île en Amérique du Sud avec une population d'environ 20 000 personnes. Il était aussi un pirate et volait d'autres bateaux de luxe, mais il a réalisé que son île était trop pauvre et manquait de choses essentielles, alors il voulait changer toute l'île.
Depuis son jeune âge, il a été formé aux arts martiaux et ensuite il a enseigné les arts martiaux à ses cadets afin qu'ils puissent résister aux attaques extérieures sans armes. Ce jour-là, lorsque le président des États-Unis discutait d'un plan pour utiliser des bombes afin de détruire cette île, un homme est apparu derrière le président et a ordonné aux gardes de se tourner vers le mur, sinon il casserait le cou du président. C'était Laissant, qui était le cadet de Jun. Puis il a montré une vidéo en direct montrant Jun devant la maison du président. Il a également examiné chaque coin de la maison, ainsi que la femme et les enfants du président, ce qui l'a fait transpirer de partout. Même les gardes du corps avaient été renversés depuis lors. Jun voulait rappeler au président que s'il osait toucher à sa ville natale, le président paierait de la vie de sa famille. Jun va également en prison pour affronter Oliva, tout comme Baki. Le vieil homme admire aussi un corps qui est invulnérable même aux cellules cancéreuses. C'est le père de Baki. Il y a 3 personnes qui sont surveillées secrètement par le gouvernement. Yujiro, Oliva et enfin Jun. Chacun d'eux est suivi par un satellite depuis le ciel, et si la cible se déplace à une vitesse supérieure à 4 km/h, les autres satellites seront contraints de faire une manœuvre d'urgence pour repositionner les 3. Pendant que les 2 parlent, un garde entre pour demander pourquoi ils parlent en privé. Lorsque le vieil homme explique, le gardien se casse les ongles, et quand il est sur le point de casser les dents du vieil homme, Baki fait tomber son chapeau d'un coup de pied et dit que torturer le vieil homme empêchera ses cheveux de pousser. En entendant cela, le gardien en colère veut donner une leçon à Baki, mais il le fait sortir dans le couloir. Ne voulant pas accepter la défaite, le gardien continue d'attaquer Baki avec sa barre de fer, mais Baki le frappe au cou, ce qui le fait glisser et tomber en bas. Voyant cela, Baki se précipite pour retenir le gardien, bien que ses doigts saignent. À ce moment-là, Jun dit à Baki de l'ignorer, et le gardien ne peut pas tenir beaucoup plus longtemps. Mais Baki est encore capable de l'attraper et de le remonter. Après cet incident, le directeur avait une autre opinion de Baki. Le lendemain est le jour de la pose des pieux pour la construction de la route. Et grâce à la forme physique exceptionnelle de Baki, il devance tout le monde. Quand l'heure de la pause déjeuner arrive, il s'assoit avec Michael et discute avec lui. Michael dit qu'après avoir été libéré de prison, il retournera au poids lourd professionnel et il veut gagner le championnat la prochaine fois pour prouver sa force à tout le monde. Pendant ce temps, le directeur de la prison accepte des pots de vin de quelqu'un et veut se débarrasser de Michael pour qu'il ne puisse plus combattre professionnellement. Le directeur a aussi peur car il pense que des prisonniers forts ne les aideront pas à faire cela. Le chef dit qu'il a préparé 3 soldats spéciaux. Ils sont connus comme un trio parfait lorsqu'ils se battent ensemble. Leur coordination est comme les dents, les lèvres et la langue de notre corps. Le trio est emmené à la prison et ils demandent à parler à Michael. Quand il voit chez Michael, il pense qu'il est seulement 3 fois plus fort que la personne moyenne qui n'a pas entraîné et rien n'est effrayant. Le trio se déplace dans 3 coins et commence à attaquer Michael. Il poursuit l'un d'entre eux, mais cela épuise encore plus son endurance, et il est continuellement attaqué par ses gars. Michael sait qu'il n'est pas de taille face au trio, alors il se réfugie dans le coin pour éviter d'être attaqué par derrière, ainsi que pour réduire l'ampleur de leur attaque. Mais quand Michael prend position, les 3 utilisent aussi la boxe pour le combattre, ce qui commence à effrayer Michael. Puis, ils attaquent Michael simultanément et le frappent violemment. Peu importe à quelle vitesse il ne peut esquiver qu'un seul coup de poing, mais il ne peut pas esquiver 3 à la fois. Ensuite, l'un d'eux attrape Michael et les 2 autres commencent à le frapper si fort que Michael s'évanouit. À ce stade, ils ont presque terminé la tâche, et la dernière chose à faire est de couper les tendons de son bras pour qu'il ne puisse jamais retourner sur le ring. Mais à ce moment-là, une fléchette vole au-dessus d'eux et Yoon roule hors d'une racine sombre. Il regarde le ciel et se souvient de ses jours de pirate. Son aura fait peur au trio, mais il n'abandonne pas et commence à former une formation pour se préparer à combattre Jun. Quand l'un d'eux se précipite avec un coup de poing, Jun urine sur lui et en même temps trace un cercle autour de lui, puis il s'allonge pour continuer à regarder le beau ciel d'aujourd'hui. Voyant cela, le trio donne frénétiquement des coups de pied à Jun au visage jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien dire. Il pense que Monsieur Second est comme ça, mais soudain, Jun se relève avec le vent qui passe, ce qui stimule l'inspiration de combat de Jun. Il utilise le sol pour peindre son symbole, puis fléchit ses muscles pour se préparer au combat. À ce moment, le trio se motive en se disant que Monsieur, le deuxième est seul. Alors ils procèdent à former une formation. C'est celui qui est invincible. Un gars au-dessus, 2 gars en dessous et entoure Jun comme une vraie prison. Mais Jun n'a pas peur de ça. Quand les 2 gars en dessous se précipitent pour attaquer, il se retourne involontairement et frappe l'un des gars. Cela vole vers l'endroit du gars au-dessus, puis tombe au sol, ce qui fait que l'autre gars s'enfuit immédiatement de peur, et le gars au-dessus a également peur et glisse vers le bas. Heureusement pour lui, Jun est de bonne humeur aujourd'hui et pardonne au trio. À ce stade, Michael va remercier Jun pour son aide. Jun sourit et dit « Nous sommes colocataires et s'entraider est tout à fait naturel ». Après être retourné dans sa chambre, Michael le remercie encore. Alors que Baki veut parler à nouveau à Jun de son défi, soudain une silhouette apparaît à l'extérieur de la porte. C'est Oliva.
Il force la porte en fer et entre pour parler à Monsieur Second. Après cela, les deux ont discuté un peu et ils semblaient très similaires dans leur amour du combat. Mais Oliva s'est battu pour sa femme, surprenant Monsieur Second. Baki se lève et dit qu'ils ont une mentalité de combat enfantine. Un homme se bat pour quelque chose, un autre se bat pour sa femme. Les deux n'ont pas une seule pensée de se battre pour se prouver comme les plus forts. Avant qu'ils puissent finir de parler, ils le frappèrent tous les deux au visage. À ce moment-là, Oliva sort la serviette qu'il a achetée dans la ville natale de sa femme pour la sentir, pensant qu'elle ressemble à la présence de sa femme. Mais dès qu'Oliva montre sa serviette, Jun crache dessus, ce qui le fait crier de colère et s'enfuir pour la laver. Après avoir entendu l'histoire, Jun apprend qu'Oliva vit avec sa femme dans cette prison et il semble qu'il soit profondément amoureux de sa femme. En ce moment, Oliva porte des vêtements formels élégants pour aller voir sa chère épouse. Oui, Oliva est le mari idéal pour les filles. De son côté, Jun se prépare pour le match du lendemain entre lui et Oliva. Il ouvre son casier et dit à son junior de lui donner ce pot avant le début du combat car il contient le vent et le tonnerre. De son côté, Oliva est constamment reproché par sa femme de ne pas la satisfaire. Mais Oliva reste là et attrape les fleurs pour s'excuser auprès de sa femme. Et entendre un mot d'amour sortir de la bouche de sa femme rend Oliva heureux, comme s'il avait gagné à la loterie. Alors que le duel est sur le point de commencer, Jun parle du pot qu'il tient. Il y avait un garçon qui se tenait toute la nuit avant la tempête, levant un pot pour attraper ses ambitions. Il contenait le courage des habitants de l'île. Le garçon l'a ensuite donné à lui, ce qu'il a beaucoup apprécié. Ce matin-là, tous les prisonniers se sont rassemblés pour regarder le combat entre monsieur. Deuxième et Oliva. Jun sort sous les acclamations des prisonniers tandis qu'Oliva porte un grand lit et sur ce lit se trouve sa femme Maria. Avec ce corps, le mot gros n'est pas suffisant pour décrire l'excès de graisse dans son corps, mais c'est la femme qu'Oliva aime le plus. Elle pense que tout le monde va rire de son corps, mais Oliva, avec son prestige, fait en sorte que les prisonniers n'osent pas parler de sa femme. Oliva réalise ensuite une évasion de son costume et son costume reste simplement là. Jun ouvre ce pot avec des ambitions et une tempête. Il se sent en confiance et suffisamment courageux pour commencer le match. Puis les deux décident de jouer à un jeu. Ils attraperont chacun une extrémité d'un morceau de tissu et commenceront à se battre. Si quelqu'un lâche le tissu en premier, cette personne perd. Jun sait aussi qu'Oliva a une force des doigts incroyable lorsqu'il parvient à plier des pièces, écraser des canettes de bière ou plier des clous de rail. La bataille commence. Quand Oliva vient de saisir la serviette, Jun le frappe violemment au menton puis au visage, le faisant reculer. Mais étonnamment, Oliva tient toujours fermement la serviette tandis que Jun doit utiliser ses deux mains pour la tenir. Cela rend Olivia extrêmement satisfaite et elle demande sarcastiquement « As-tu changé ta façon de le tenir ?» Olivia rit et regarde de haut Jun en tenant la serviette avec son petit doigt. Jun arrache un brin de sa barbe et le lance dans l'œil d'Olivia, réduisant ainsi son champ de vision. Puis, il se précipite pour pousser Olivia vers le haut, mais Olivia atterrit tout de même en sécurité. Mais maintenant, la main d'Olivia tient la serviette avec 5 doigts. Jun continue d'attaquer Oliva avec frénésie, provoquant un saignement de nez abondant. Mais maintenant, Oliva dit qu'il n'a pas besoin de tenir la serviette. Jun regarde vers le bas et voit qu'Oliva place juste la serviette sur sa paume. Jun met aussi la serviette sur sa paume et commence en solo avec Oliva. Mais quand Jun donne des coups de poing sauvagement, Oliva attrape doucement Jun et le cloue au sol avec une force incroyable. À ce moment, le vent se lève et les deux coopèrent pour que la serviette ne soit pas emportée. À ce moment-là, Baki est au lit avec Maria, ce qui rend Oliva fou et le fait crier. Maria dit « Pour qui fais-tu des blagues ?» Elle a trouvé leur match trop ennuyeux. Jan saisit cette occasion pour donner un coup de pied au visage d'Oliva et écraser le tympan avec sa main. Il est sur le point de finir Oliva avec une mèche de cheveux, mais Oliva attrape son bras et d'un coup envoie Jan voler contre le mur. Oliva remercie ensuite Baki car sa femme se sentait mieux grâce à lui. Pensant que le match est terminé mais il ne l'est pas, Jun commence à chanter l'hymne national de son pays, puis il se lève et utilise de la terre pour dessiner des symboles sur son visage. En ce moment, Jun s'est éveillé à son état de combat. Il marche doucement en direction d'Oliva, puis se précipite en avant et le frappe, mais Oliva se relève sans sourciller. Jun continue avec un crochet lorsqu'Oliva le saisit par la tête et le frappe violemment au sol. En ce moment, les satellites sont hors de leurs orbites. C'est pour les satellites qui cherchent Yujiro. Il est dans un véhicule d'escorte avec le président pour aller à son bureau. À son arrivée, le président présente Lesen à Yujiro. Le président demande à Lesen si Yujiro l'attaque, Lesen serait-il capable de le protéger. Yujiro a l'impression d'être juste une expérience, ce qui le met en colère et lui donne envie de frapper le président. Lesen expulse immédiatement le président pour protéger sa sécurité, mais Yujiro est plus rapide, saute pour attraper le président et complimente Lesen pour sa prévoyance raisonnable. Il veut rencontrer le maître de Lesen. Pendant ce temps, Jun est jeté au sol, mais il se souvient de la scène de son peuple souffrant, cela l'empêche de se laisser tomber,
Il a continué à se tenir debout avec le slogan « Une belle journée pour mourir ». June s'approche inconsciemment d'Oliva et les muscles d'Oliva se tendent. Cela signifie que leur combat est sur le point de se terminer. June veut utiliser des compétences humaines absolues et non seulement la force des muscles. Pour cela, il a besoin d'un point d'appui. Le sol est le point d'appui le plus parfait pour lui. June veut utiliser cela pour combattre un corps musclé comme celui d'Oliva. À la fin, June gagne sous les acclamations de tous. À ce moment-là, le président vient aussi s'agenouiller pour s'excuser auprès de lui pour ce qu'il avait fait. Yujiro vient aussi féliciter June pour sa victoire, une scène où tout le monde rit et parle joyeusement. June a l'impression que cela doit être juste un rêve. Oui, il rêve. Et June, à ce moment-là, a pris le coup de poing d'Oliva et il a perdu. Oliva ordonne à tout le monde de le transporter soigneusement à l'infirmerie parce qu'il est un guerrier. Oliva se place ensuite devant Baki en disant que la raison de son échec était qu'il ne faisait pas confiance à ses muscles. Les compétences supérieures ont également cédé à la force brute. Et il dit aussi que son propre corps lutte pour empêcher ses muscles de s'échapper ou ils engloutiraient toute la prison. Il tape ensuite dans le dos de Baki, l'envoyant voler au loin. Il prend ensuite sa femme et entre à l'intérieur. En marchant, il fredonne le couplet de sa victoire. Le lendemain matin, June est introuvable. Il a laissé une lettre pour Oliva et Maria. À l'intérieur se trouve l'argent de son pays. June s'échappe par un tunnel sous le placard à balai et donne le billet à Oliva, voulant qu'Oliva visite son pays. De ce côté de l'île, en Amérique du Sud, June retourne dans sa ville natale et dit à tout le monde qu'il est allé en Amérique pour se battre contre Oliva, mais a échoué. Même ainsi, ils sont toujours très heureux de se parler comme des amis, pas comme si le président parlait à des civils. Le jour suivant, comme d'habitude, tout le monde se rassemble pour l'appel, mais cette fois, Baki assomme les gardes et s'en va tranquillement. Il veut être Monsieur Second pour déclarer la guerre à Oliva. Baki saute, esquive les balles et s'échappe rapidement par la porte principale de la cellule. Mais une fois dehors, il est entouré par le chef des gardiens et son équipe de tireurs d'élite. Pourtant, Baki est toujours confiant qu'il pourrait sortir et le chef est toujours très confiant que Baki ne pourrait pas le faire. Ensuite, le chef dit à ses hommes d'encercler Baki. Soudain, ses lunettes de soleil se sont cassées parce que Baki les a cassées en s'approchant de lui, à sa grande surprise. Puis il leur montre les boutons des hommes armés ici. Tous ont été pris à la poitrine, qui est l'endroit le plus faible, ce qui prouve qu'à ce moment-là, Baki a vaincu tous les hommes armés ici. Il dit même avec confiance que si les hommes armés ne frappent pas son centre de contrôle maintenant, il peut continuer à se battre jusqu'à ce que son cœur s'arrête et qu'au moins 2 personnes mourront de ses mains. En entendant cela, les hommes armés se sentent effrayés. Maintenant, ce sont eux les otages, plus Baki. Baki ordonne alors au chef de le prendre par l'épaule et de sortir par la porte. Quand tout le monde sort par la porte principale, le jeu est terminé. Baki les laisse lui menotter les mains pour retourner en prison. Il l'a fait parce qu'il voulait prouver qu'il était le plus fort de la prison. À ce moment-là, Oliva se promène à moto et voit la scène. Oliva devient très en colère et va affronter Baki. Les deux ont une dispute qui rend Oliva extrêmement furieux, mais il garde toujours sa colère à l'intérieur. Oliva laisse ensuite Baki partir et ne fait rien. Il n'est donc pas d'humeur à se promener dans la rue et il jette la moto. Le lendemain, Oliva va voir Baki alors que ses doigts sont verrouillés. Oliva se vante que le prochain repas qu'il est sur le point de manger est un repas de centaines de milliers de calories, accompagné de boissons coûteuses. Il a ensuite fièrement uriné sur le corps de Baki. Mais au lieu de se fâcher, Baki rit et déclare qu'il insulte une personne dont les mains sont liées. Cela signifie qu'il n'est pas le plus fort. Il a dit en riant que l'humeur d'Oliva à ce moment-là est passée de détendue à extrêmement en colère. Il vient au repas et prend plaisir à une bouteille de vin qui vaut quelques millions de dollars, mais il la casse parce que Baki l'irrite. Pendant ce temps, Baki n'obtient qu'une gorgée d'eau du vieil homme. Après s'être ennuyé de ne pas vouloir manger, Oliva va rencontrer le chef de la prison pour discuter de l'évasion flagrante de Baki ce matin comme une déclaration qu'il deviendra le plus fort. Oliva propose une idée, qui est d'organiser un match de combat et de le diffuser dans le monde entier. C'est le match entre Oliva et Baki. Oliva peut libérer sa colère et peut aussi vendre des droits d'auteur pour créer des profits extrêmement élevés. Comme d'habitude, Oliva porte un nouveau costume pour rendre visite à sa femme, mais aujourd'hui, il est plus triste que d'habitude parce qu'il se souvient de la beauté éclatante de Maria quand elle était jeune. Mais depuis qu'elle est tombée malade et a pris beaucoup de médicaments, le corps d'Oliva est devenu comme ça. Maria dit qu'elle atteint sa limite, ce qui le fait pleurer beaucoup. Le lendemain, Oliva continue d'aller chez Baki pour parler du match à venir. Mais Baki se lève et donne un coup de pied à Oliva au visage, le surprenant. Avant qu'il puisse finir de parler, Baki continue de lui donner des coups de pied au visage. À ce moment-là, Oliva accepte le défi de Baki. Baki se précipite à nouveau et se fait frapper par Oliva, l'envoyant voler dans la pièce d'à côté. Donc, il n'est plus nécessaire d'attendre 2 semaines pour que le match commence. Le match commencera maintenant. Baki utilise ses muscles pour compresser ses propres bras.
Cela rend les vaisseaux sanguins incapables de transporter le sang vers les vaisseaux sanguins de la main. Baki réduit facilement ses doigts et les retire du verrou. Il se précipite pour donner un coup de poing à Oliva dans l'estomac, mais il attrape le bras de Baki et l'entraîne dans sa chambre, faisant s'effondrer le mur des deux côtés. Oliva attrape alors la jambe et le bras de Baki et le fait tourner comme une serviette, le lance en l'air et le pousse dans d'autres pièces. Avant que Baki puisse reprendre conscience, il a été projeté contre la porte et un autre coup de poing d'Oliva l'a envoyé voler à l'extérieur et tomber au sol. Quand Oliva saute, Baki se précipite pour lui donner un coup de pied à la jambe, mais il attrape sa jambe et ignore les coups de pied de Baki. Oliva s'efforce de frapper Baki avec force au sol, faisant s'enfoncer le béton d'environ 30 cm. Baki est presque immobile maintenant, il sent son corps se détendre après avoir combattu avec une telle puissance. C'est comme le jour où il s'est battu contre son père, à cet instant le sang de la famille Hanma augmente progressivement dans son cerveau, provoquant la fusion et la fusion du corps de Baki avec le sol, puis tout le corps de Baki rebondit haut. Ce n'était pas un saut, ce sont les muscles de Baki qui ont propulsé son corps vers le haut. Les traces de muscles en forme de démon sont toujours là, étonnant les gardes qui les ont vus. Devant Oliva se trouve maintenant le sang éveillé de Hanma. Lorsque Oliva s'apprête à charger à nouveau, il tombe, laissant tout le monde bouche bée. Vu de la caméra, ils ont réalisé que Baki avait frappé si vite qu'il avait fait tomber Oliva au sol comme ça. À ce moment-là, Oliva se lève et explique qu'il faut 0,5 secondes au cerveau pour envoyer des signaux aux organes sur la marche à suivre. Baki avait profité de ce temps pour agir, ne lui laissant pas le temps de réfléchir. Malgré cela, Oliva a dit qu'il n'avait pas besoin de profiter de cela car il a une arme encore plus forte. Après qu'Oliva ait agité la main, Baki est surpris par la scène devant lui. Oliva sous la forme d'une boule de muscle. Baki se précipite en avant mais est soudainement repoussé. C'est parce qu'Oliva a un contrôle musculaire parfait. Cela rend la sphère musculaire d'Oliva invulnérable. Baki réalise immédiatement qu'il s'agit d'une posture défensive car la masse musculaire d'Oliva est si grande que cela fait la différence. Le poing de Baki n'a pas blessé Oliva, mais au contraire, Oliva attire Baki contre son corps. Puis en le jetant dehors, Baki semble s'évanouir. Mais Baki était maintenant allongé là et disait toujours avec défi qu'il avait trouvé le point faible d'Oliva, ce qui l'a poussé à attaquer furieusement Baki. Il est sur le point d'utiliser à nouveau la boule de muscle, mais cette fois Baki a enfoncé sa main dans le nez d'Oliva, le faisant douloureusement reculer. Malgré cela, son nez saignait encore partout sur le sol. À ce moment-là, les deux commencent à se défier face à face comme deux hommes. Michael intervient et conseille à Baki d'abandonner le combat car il n'est pas dans la même catégorie de poids qu'Oliva. C'est une énorme différence, mais Baki s'en moque et veut toujours combattre Oliva de toutes ses forces. Les deux commencent à se frapper et Maria sent que quelque chose ne va pas. Baki et Oliva commencent à se donner des coups de poing et les vautours attendent aussi là. Ni l'un ni l'autre ne cédait à quiconque. Ils se frappaient lourdement au visage. Voilà une histoire impensable. Baki devient fou et pousse Oliva dans le coin. Il fracasse. La cabeza de Oliva y lo golpea directamente, dando el golpe final que rompe la pared de la prisión. Cuando regresa, Oliva se ha desmayado. Cuando Oliver recuperó la conciencia, María también fue allí. Ella le pregunta si ya ha perdido, pero no está decepcionada de su esposo. Le pide que la lleve a casa porque está cansada. Después de ese día, Oliva anuncia a todos que ha perdido contra Baki y que ya no es el más fuerte aquí, pero no le gusta eso y ordena al jefe que libere a Baki hoy. Así que Olivia sigue siendo el más fuerte aquí. Baki toma una bicicleta y algo de comida para ir al aeropuerto con un avión escolta detrás. La historia de Baki derrotando a Oliver llega a oídos de Yujiro. Yujiro está ahora con el capitán Stridum visitando el Museo de Bestias Prehistóricas. Parece estar prestando atención a algo y muestra una sonrisa extremadamente satisfecha. Al mismo tiempo, un equipo que excava un túnel en otro lugar también descubre algo extremadamente aterrador. Es un hombre prehistórico cazando dinosaurios.